Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à un autre épisode de La Prescription avec Dr. Fridolin Lambert. Tout d'abord, une petite annonce, une vulgaire plug, comme j'aime bien le faire. Pour mes propres projets, j'ai le droit, c'est mon émission. Alors, le Quatuor selon Berriot. Alors, le Quatuor Molinari, on a l'habitude de faire une fois par année, d'aller à travers l'œuvre d'un compositeur qui a écrit pour Quatuor à cordes. Et cette année, eh bien, on a décidé d'aller avec le compositeur italien Luciano Berio, qui a laissé une œuvre impressionnante qu'on pourrait tantôt définir comme inclassable. Des fois, c'était sériel, des fois, c'était post-werbernien, et ça nous plonge. Des fois, il était même allé un peu dans la musique électronique, et c'est influencé par l'école de Darmstadt. Donc, il y a des explorations sonores qui vont l'amener à même compléter l'opéra Turandot de Puccini. Il a même composé des mouvements manquants à la 10e symphonie de Schubert. Alors, c'est vraiment dire. Et quant à ces 5 quatuors à cordes qu'il explore et toutes les possibilités d'écriture pour cette formation, mais ça crée un langage qui est assez unique. Et ça va être la première fois, en fait, que cette intégrale sera interprétée à Montréal. Alors, évidemment, je serai très, très heureux de vous y voir. Alors, c'est le 19 mai, le vendredi 19 mai à 19h30 au Conservatoire de Montréal. C'est un événement, ça dure 1 heure seulement, alors c'est pas trop long. Et vous allez être peut-être parfois déstabilisé, parfois ébahi. C'est selon vous, mais le Quatuor selon Berriot, je crois que c'est un événement assez intéressant. Maintenant, mon invité. C'est une personne que j'adore. C'est une personne qui, après avoir fait l'entrevue avec lui, j'ai réalisé qu'il avait un don extraordinaire de ralentir le temps. C'est vrai, et ça, je connais pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire juste par leur présence, leur ton, la façon qu'il écoute, la façon qu'il répond. C'est un épisode qui est assez long, plus long que d'habitude, et ça aurait pu continuer. Je me suis forcé à arrêter et je me suis promis de le réinviter parce qu'il y a trop de bonnes histoires, et cette personne, c'est le fantastique comédien Éric Bernier. Artiste aux multiples talents, reconnu pour son travail de comédien tant au théâtre qu'à la télévision, Éric Bernier s'est également fait remarquer comme danseur et musicien. Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, ce créateur polyvalent et inventif a su s'affirmer avec autant d'aisance dans le répertoire classique que dans celui de la création. Il a développé une fructueuse collaboration avec Robert Lepage, tant au théâtre qu'au cinéma. Au grand écran, on l'a vu dans le film No. Sur scène, il était de la distribution du cycle shakespearien Coriolan, Macbeth, La Tempête, ainsi que les 7 branches de la rivière Ota, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique à laquelle il a participé. À la télévision, ses rôles dans Tout sur moi, Lâcher prise et Madame Lebrun lui ont valu bien des honneurs. C'est avec bonheur qu'on l'a retrouvé au petit écran dans les séries Bracelet rouge et Haute démolition. Plus récemment, il a rejoint l'équipe de La Candidate et le trait déjanté complètement lissé. Il a également fait partie de la distribution du dernier long-métrage de Guillaume Lambert, Niagara. Voici ma conversation avec Éric Bernier. Allô. Comme ça? Oui. Voilà. Ah ouais. Donc, par ce test de son, je vois que t'es-tu du genre à regarder les projets que t'as faits après? Non. Sérieux? Il y a des affaires que je veux voir parce que j'ai eu un plaisir immense à faire, puis je suis fier. J'ai un feeling de fierté de l'avoir fait. Mm-hmm. Puis je veux juste confirmer, tu sais. Puis des fois, je suis comme, ah, OK.
C'est toujours tellement de déception, je trouve, De se regarder? Ben, entre ton intention, ton désir de liberté, je trouve que il y a des fois un décalage. Puis c'est drôle parce que je parlais avec Véronique Dicker qui, elle a une oreille, elle entend ce que ça donne. Tout de suite. Ce qui n'est pas le cas de... ça donne jamais ce que je pense. Mais elle entend ce que ça donne dans le sens que... Je pense qu'elle a une espèce d'instrument qui fait qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'elle entend de sa voix à l'interne. Tu sais, quand la vibration, entre ça et ce que ça va donner, elle sait c'est pareil. C'est fou, ça. Ce qui n'est pas le cas, des fois, de la voix parlée quand on joue, où on pense qu'on a vraiment été... Mais là, on parlait juste de son. Bon, c'est certain que elle... mais même moi, tu vois, moi, je suis musicien, puis des fois, je pense que c'est correct, puis là, je l'entends après à mon enregistrement. Je fais, oh non, c'est... Ah oui. Ben, ça arrive. Ça arrive, je pense que ça arrive, en fait, pour la plupart des musiciens. Mais avoir un espèce d'absolu recul en même temps, c'est quand même cool. Mais c'est vrai que le jeu, c'est tellement... Mais c'est différent pour le jeu, parce qu'il y a aussi... Tu sais, c'est pas toi qui es en train de filmer, c'est pas tes choix de photo. La photo, c'est pas toi qui est faite. Ben là, quand tu le vois, tu fais, oh non, c'est pas... Je pensais avoir donné assez. Oui, puis des fois, tu es tributaire aussi de comment tu es éclairé, comment tu es coiffé, le make-up. Il y a full affaire qui peut gâcher une scène complètement. Ouais. Des fois, c'est de ta faute, des fois, c'est pas la faute de personne. Mais non, puis des fois, c'est les circonstances aussi. Oui, tu sais, comme je trouve aussi en musique, c'est beaucoup... Je sais pas, j'ai pas lu le livre de David Byrne là, sur les How Music Works. Oui. Où il explique justement que tout dépend de la salle, la configuration, où est le public, est-tu en bas, est-tu au-dessus de toi. Il y a plein d'affaires. Ça, c'est vrai. Puis ça, l'espèce de salle, les espèces de salles en gradin, où là, finalement, t'es enrobé par en haut. Là, finalement, des publics, ça, c'est... C'est un cauchemar pour moi, je déteste ça. OK. Profondément. Tu vas être au-dessus? Oui. Ben, tu sais, comme au théâtre, non? C'est un peu ça, le théâtre aussi. Là. Mais il y a des salles où tu es inconfortable, puis il y a des salles où tu es comme, oh my God, il est juste à bonne hauteur, le public. Il va tout percevoir facilement, rapidement. Là. Puis qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Là? Écoute, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Oh my God. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Je sais même pas. Il me semble que j'ai un souvenir de... Ça peut pas être juste la fois où on a été chez toi et on a fait une vidéo pour ta fille. Là. C'est une... Ouais. Ça, t'étais là. Elle a-tu écouté le vidéo, d'ailleurs? Non, c'est à ses 14 ans, elle a 8. Oh my God. Okay. Donc, on a sorti les mouchoirs. En plus, il y a mon grand-père qui est sur la vidéo puis il est décédé depuis. Là, il est mort de la COVID. Ah, mon Dieu. Donc, ça va être pas sérieux. son arrière-grand-père à elle. Ouais. OK. Ouais. Non, ça va être quelque chose. Bien hâte de voir ce que tu as dit. J'ai bien hâte de voir. J'ai aucun souvenir. C'est correct. C'est correct. Non, mais rien que pour remémorer, rien que pour dire, parce que c'était... Je l'ai déjà raconté, mais c'était pour le baby shower de ma plus vieille Ariette. Et alors que ma blonde allait accoucher dans 2 semaines, ben, on a fait un espèce de party, puis j'avais mis une caméra avec une banderole qui disait « Bonne fête pour tes 14 ans », où tout le monde allait dire une chose à faire puis une chose à pas faire pour ton adolescence. Et là, ça fait un espèce de film de 2 heures que je vais découvrir en même temps. J'ai rien regardé. Écoute, la tentation d'aller regarder cette affaire-là. J'avoue. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est une période tellement intense, l'adolescence. Puis c'est un moment charnière qui peut te donner des ailes. Moi, souvent, c'est des profs qui m'ont ouvert une porte, puis je l'ai juste pogné. J'ai pogné à fréquence, puis je suis allé dans... Puis je trouve que... Puis t'as entouré d'amis... Toi, as-tu une bonne adolescence? Oui, j'ai été chanceux. Ben moi, j'ai eu vraiment la chance de... Mon Dieu, chanceux, chance, c'est le mot. En fait, mes parents sont partis en Arabie Saoudite. Je pouvais pas suivre parce que j'avais 15-16 ans. Et la compagnie de mon père payait genre mon appartement ou j'allais me placer à Montréal. J'allais au cégep, c'était la période de... Wow! C'est jeune quand même. Oui. Puis je sais pas où j'ai pogné ça dans mon trognon d'adolescent, dans mon corps, mais j'ai dit « Hey, je m'en vais en France. » Puis là, je voulais vivre dans un... À l'époque, je faisais beaucoup de peinture, puis Okay. Donc, j'ai dit, moi, je me voyais avec mon béret, ma baguette, dans ma chambre de bonne, avec mon chevalet, et peindre. Et j'étais très, très romantique. Puis je me suis retrouvé, finalement, c'était pas si pire. J'étais dans le sud de la France, ça s'appelait Sophia Antipolis, puis c'était une nouvelle école internationale qui acceptait les gens des alentours, en fait, jusqu'à Antibes, puis des gens
à l'international. Ouais. Donc, fait que je suis arrivé là avec une école un peu Frank Lloyd Wright, avec, OK. il y avait de la roche couleur, voyons, ocre un peu, les pierres. On dirait que l'école avait poussé dans la nature. Tu sais, vraiment une architecture incroyable, des profs incroyables, des profs. Moi, j'ai eu un prof d'art qui m'a complètement ouvert l'esprit. Elle me donnait les clés de l'atelier. Tu sais, elle dit, je crois en toi, vas-y, Mon Dieu. fais de la sérigraphie, fais de la gravure, fais de T'en la. as fait? De la sérigraphie? J'ai fait tout ça. J'ai tout appris ce système-là. Je me suis même fait une carte, une fausse carte pour aller à Cannes, au Festival de Cannes. Puis là, je me suis fait chicaner par la prof parce que je m'étais fait une carte de quelqu'un du milieu du cinéma à 15-16 ans. Puis j'allais voir des films. Ça a fonctionné? Ça fonctionnait. No Ouais. way. Ouais. Donc, puis tu t'es trouvé un bel habit parce que là, t'es pour les Je devais premières. être zéro crédible. Je devais avoir Mais t'es ma rentré petite dans... carte. Oui, j'étais allé voir plein de films. Ah, mais est-ce que tu faisais semblant d'être un critique ou un... Même pas, Je t'étais ne juste... sais même pas qu'est-ce que je faisais. J'avais juste ma carte dans le cou, puis je me disais, ça va marcher. C'est quand même... Mais attends, pour faire la carte, t'avais vu une autre une carte? autre carte. OK. J'avais quelqu'un que je connaissais, je sais pas, c'était un adulte, je sais pas où j'avais eu ça, mais j'avais réussi à faire une fausse carte. C'était-tu le C'est pas fun? mon genre, je venais vraiment d'une petite famille. Ouais. Vraiment, j'étais très sage et très... Mais il y avait un grand désir d'aller à Cannes. Mais je pense que j'ai un grand désir de culture, puis de m'ouvrir, puis d'avoir accès à plein de choses. Fait que c'était comme... OK. Mais ça a comme un peu brisé la confiance que mon prof avait en moi. Tu sais. Et comment l'a découvert? Ben, par la sérigraphie, c'est comme une espèce de toile tendue en soie. Puis Ouais. tu prends ça, il y a comme un système presque photographique après tu mets l'encre. Ouais. Donc, elle a vu qu'il y avait une fausse carte dans la soie. Là. Tu sais, j'avais T'avais beau pas pensé à nettoyer. ça? J'avais pas vraiment pas. Mais tu sais, à 15-16 Ben ans, non. t'es comme un petit peu, tu penses pas Mais trop. c'est très hot que t'aies fait ça, vraiment. Oui, ben j'avais complètement oublié. Tu me fais repenser à ça, mais je sais pas pourquoi. Ben c'est ça, je me suis mis à faire beaucoup d'art. C'est là que j'ai commencé à faire du théâtre aussi. En France. En France. Puis on faisait de la création. Je me rappelle, tu sais, avoir vu Pina Bausch, qui est mon premier show. C'est bizarre, parce que je pense que j'avais 17 ans, c'est ça. Je me mets des fois plus jeune, mais je pense que j'avais 17 ans pour vrai. Puis là, mon Dieu, 40 ans plus tard, j'ai vu un autre show de Pina Bausch avec une danseuse qui était dans le show à Nice. C'était comme... Ah oui, mais ils sont venus ici à Danse. Oui, ils sont venus, puis je suis allé voir... C'était bien? C'était extraordinaire. C'est la compagnie Pina Bausch qui... Oui, donc c'est un répertoire qui tourne. Ouais. Et il y a beaucoup de danseurs qui étaient là à l'origine, qui sont là encore et qui transmettent justement Puis c'est cool parce que Pina Bausch, elle utilisait tous les âges sur scène. Oui. Elle a tout le temps fait. Puis c'est cool de penser que ceux qui étaient jeunes à l'époque continuent encore à transmettre ça, puis à danser. Parce que la danse, il y a comme une date d'expiration. Et il n'y a pas de date d'expiration. C'est que le milieu fait croire qu'il y a une date d'expiration. Alors que pourtant, tu peux bouger, puis oui. Puis exactement. C'est mais c'est un drôle de milieu pour ça. Mais en même temps, c'est quand même un des milieux où les gens tentent tellement de choses qu'en ce moment, il y a des danseurs. Je fais un show avec Virginie Brunel en tournée, puis un des protagonistes principaux sur scène, Peter, je pense qu'il est comme 52, puis il bouge. Peter James, non? Non, pas Peter James. Okay. Peter, là, il faut exprès, j'oublie son nom de famille. Mais, tu sais, il a comme 52 ans, puis il bouge comme un dieu, là, tu sais. Puis ils s'entraînent, mais ils sont tous en forme, ça n'a comme pas de bon sens. Mais donc, comme tu disais, ta soif de culture, tu vas à Cannes. Tu te souviens-tu des films, t'as vu? Oh mon Dieu. Même pas? Ou est-ce qu'il y avait cette année-là une espèce de... T'as vu la première d'un grand classique? Non, c'était pas de ça. souvenir de ça. C'était l'excitation de la Cannes. Puis je sais pas, je me suis peut-être fait pogner, mais j'ai délité ça de mon esprit romantique. Mais j'ai peut-être... Je me rappelle être entré dans une salle, mais c'était pas clair ce que j'ai vu. J'ai pas vu un grand classique sous l'illégalité. Là, ça aurait été quand Et même... à l'école d'art, c'est à cet endroit-là que le théâtre se présente. Et tu as vu de la danse. Et la danse, toi, tu as dansé aussi. Quand est-ce que ça a commencé un peu, ça? La danse, oh mon Dieu. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup le ballet. Je regardais quand j'étais petit des trucs de ballet classique. Pina Bausch, c'est sûr que pour moi, Pina Bausch, ce que j'avais vu une annonce à la télé
à l'école où j'étais. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, on dirait du cinéma, on dirait du théâtre, on dirait de la danse, on dirait de la peinture. Il y avait comme quelque chose de surréaliste dans ce Ouais. que je voyais. Puis pour moi, c'était comme un amalgame de tous les arts que j'aimais. Donc, j'ai dit, il faut que j'aille voir ça. Puis je suis allé avec mon ami Marie-Ange, mal organisé encore une fois, pas de billets. On arrive à Nice, à l'entrée du théâtre. Puis on fait, est-ce qu'il y a des billets? Non, c'est complet. Ouais. Fait que là, on était on était devant le théâtre. Puis 10 minutes après le début du show, 10-15 minutes, des gens sortaient avec dans mon esprit ou dans mon souvenir, des gens avaient des manteaux de fourrure très riches et ils nous ont lancé leurs billets en pleine face. Puis on a pogné les billets, puis on a couru, puis on est rentré. Ah, ouais. Puis on a vu ce spectacle-là que j'aurais peut-être jamais vu, puis qui a changé ma vie, en fait. Parce qu'en voyant ça, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux faire du théâtre, je veux être sur scène, je veux être avec d'autres gens. Je pense que j'aimais le côté collectif aussi de l'idée de ce que je me faisais, faire du théâtre. T'es pas tout seul, t'es avec d'autres gens, puis... Contrairement à l'art visuel. Oui, exact. Tout t'es vraiment... C'est solitaire, t'es comme... Tu travailles avec... Puis là, rendu là, tu as ce déclic. Donc, les initiations théâtrales de danse ont lieu en France ou c'est que tu reviens au Québec pour ça? Après la France, quand je suis revenu, j'ai commencé à avoir des shows de Carbone 14, Le Rail, qui est un show mythique qui me rappelait beaucoup Pina Bausch aussi. Il y avait un aspect... je pense que Lou Babin elle chantait, je pense la Traviata là-dedans, elle était sur un rail, en tout cas. Tu sais, c'était très, très... Puis j'ai été fan de, je dirais, Carbone 14. J'allais voir tout ce qu'il faisait. Ah ouais. Puis après ça, j'ai commencé à aller sur Sanguinet. Il y avait, je sais pas, c'était-tu l'Escabelle? C'était comme un petit théâtre de danse où il y avait j'avais vu... Ça existe encore cet endroit-là? Non, hein, c'est ça. c'était vraiment sur Sanguinet, près d'ici, dans un petit théâtre. J'ai dansé là, finalement, quand j'ai commencé à faire de la danse. Donc, pour moi, c'était comme un endroit mythique où j'avais vu Louise Bédard et Sylvain Aimard qui faisaient un duo ensemble. Puis ça, c'est mythique aussi pour moi. Ça reste dans ma tête. C'est des images. Ben ouais. Donc, oui, le corps, la danse a toujours été important pour moi quand je voyais des shows. Puis comme comédien, ben après ça, j'ai fait beaucoup de danse ou des entraînements avec des danseurs, juste pas pour être professionnel, mais pour être dans mon corps, puis être... Ouais. Peut être bien puis le contrôler. Ouais. Il y a ça aussi, hein, que dans tout l'entraînement de comédien puis de danseur, c'est de se contrôler constamment, d'être tout le temps. Et quand on dit être dans son corps, c'est que la plupart des gens ne le sont pas dans leur corps, tu sais. Ouais. C'est étrangement à dire, là, mais tu sais, le connaître assez pour pouvoir faire, justement, incarner des personnages. Ouais. C'est important de le connaître. Tu sais. Ouais. Puis que l'intention, souvent, moi, je fonctionne par intention. Je peux conceptualiser, disons, un personnage, y penser, voir des gens dans la rue, voir des gens dans des films, voir des... Puis après ça, on dirait que quand j'arrive sur le tournage ou sur scène, j'ai envie de complètement laisser l'inconscient ou tout le travail de préparation arriver. Puis souvent, je trouve qu'il faut que le corps soit comme souple pour juste pour bouger d'une façon ou marcher avec les pieds d'une autre façon que ce que je fais dans la vie. Ou, ce genre de truc-là qui va donner comme une version complète de ce que j'avais dans ma tête ou dans mon... Puis dans ces recherches-là de personnages, c'est un peu la... Ben, tu sais, t'as le texte, t'as un réalisateur, un scénariste qui vont te dire c'est quoi qui se passe, mais c'est sûr que on oublie souvent l'autre part de travail que tu dois faire, c'est-à-dire, justement, t'as créé une espèce de mini-bible, au fond, dans ta tête du personnage, puis là, ça revient juste à toi, souvent. Oui, à la créer. Tu sais. À la limite, c'est un secret, puis c'est bien correct. Tu sais, dans le sens que moi, je viens sur un plateau ou dans une salle de répétition, puis j'ai mes désirs personnels, mes secrets personnels que j'ai pas nécessairement envie de partager, disons, avec le metteur en scène ou avec... De pas tout... est-ce que ça va si je fais ça comme ça? Ou j'avais pensé... Tu sais, je trouve que de le dire, c'est un peu comme... Quand tu tombes en amour, de tout expliquer, de tout... On dirait ça gâche complètement
Puis j'aime tester des choses, puis que dans le fond, le metteur en scène ou le réalisateur devient comme quelqu'un qui te renvoie un premier regard, en fait, sur ce que tu fais. Donc, Puis, dans le théâtre, c'était quoi dans ta formation? T'as eu des mentors, t'as des gens qui t'ont quand même aidé dans le milieu, qui t'ont formé. C'était qui les figures importantes pour toi? Ben là, tu t'as nommé les shows que t'as vus, mais je parle qui ont travaillé directement avec toi. Ouais. Ben moi, j'ai fait le Conservatoire de Montréal. J'avais fait de la production avant. Je m'en allais. Parce que moi, je venais un peu des arts, de la peinture, tout ça. Donc, j'avais fait... On dirait que rationnellement, je m'étais dit, je vais aller en production. Ça va être plus... Okay. Parce que j'étais très, très timide. J'avais une impression que tous les acteurs étaient des êtres narcissiques. Pas tout à fait faux. Pas tout à fait faux, mais ça prend une certaine dose de narcissisme. Mais j'étais très, très pudique, en fait. Je le suis encore, mais j'arrive, on dirait, par des personnages à complètement faire des choses que je ferais jamais dans la vie ou que j'ose pas faire. Donc, j'avais une conception qui n'était pas réelle de c'est quoi être un acteur. Donc, je me suis dit de façon rationnelle, va en production, fais des costumes, des décors, t'as déjà fait de la peinture. Tu as fait ça un bout? J'ai fait ça 6 mois à Sainte-Thérèse en production. J'avais l'air de Robert Smith à cette époque-là. J'avais les cheveux crêpés, j'avais du maquillage, j'avais des robes. J'étais comme très... Tu vas aller le voir d'ailleurs? Je mois de pense juin? je vais essayer d'aller les voir Demain, encore. les billets sortent. Ah oui? Ouais. OK. Tu vas y aller aussi? Je sais pas. Moi, j'ai jamais vu The Cure. Je pensais qu'on s'était croisés à Oshiaga à un moment donné. Il était venu dehors Oui. à Oshiaga? Non, moi, ça, je l'ai pas vu. Mais toi, c'est la seule fois que tu les as vus? Je les ai vus dernièrement, oui, avec Pierre Lapointe, je pense. Pierre m'avait invité. Puis, t'avais-tu aimé ça? Oui. OK. Ça se tient encore. Techniquement, ils sont impeccables. Ils chantent de la même façon. Fait que c'est... Puis ça reste quand même... Ils ont tellement influencé de gens. On a tellement entendu de bandes après qui... Puis, je veux dire, tu prends n'importe quel disque, tu le passes, c'est bon, c'est le fun. Oui, il y a ça aussi. Là, il y a des bands qui vont rester sur une couple de hits, puis on va se souvenir. Mais eux autres, c'est un méchant catalogue. Ouais. Ça, c'est le fun. Moi, je suis beaucoup de la génération pornographie. Tout ce disque-là qui était complètement catastrophique. Là, c'était comme une période, je pense qu'il était... Je sais pas dans quel état il était quand ils ont fait ça, mais c'était la fin du monde quand tu écoutes ça. Puis même, je me rappelle, on avait fait un shooting photo pour le Katsu pour une affiche. Puis j'avais vraiment imposé d'entendre cette musique-là pendant qu'on allait faire la photo. Parce que le personnage était comme dans une espèce de cauchemar, puis il a perdu tous ses repères, donc il est complètement perdu. Fait que c'était juste un portrait, puis je me croyais au bout en étant dans le... C'était à fond dans le tapis, puis j'étais vraiment dark, puis j'étais vraiment dans une zone... Wow! Mais tu sais, ça paraît peut-être pas tant que ça, sa photo, mais il n'y a rien de pire que d'être pris en photo avec absolument rien, puis juste des gens, ah oui, continue, oui, tu sais, il y a comme je suis pas très à l'aise. Photoshoot, c'est bizarre. C'est toujours... bizarre. Ouais. Faut avoir une intention, je trouve. Ça te sauve, tu sais. J'ai fait un shooting photo à un moment donné pour un show, puis j'étais très intimidé de travailler avec le photographe parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, puis j'haïs être pris en photo, fait que je me disais ça va être un cauchemar, puis on allait à mon chalet, puis finalement, en arrivant, j'ai dit moi je suis un grand... Il dit veux-tu qu'on mette de la musique, ça va être... Mais j'ai dit moi je suis vraiment un gros fan des Smiths et de Morrissey, puis il a fait tu me niaises. Puis là, il a ouvert son laptop, puis il y avait pour 9 heures de compilation. Puis il y avait justement... En fait, toute son esthétique, ce que j'avais comme perçu, est complètement inspiré de Morrissey. Puis l'iconographie, comment il a été pris en photo par Anton Corbijn. Fait qu'on s'est comme... My God, ça a explosé, là. On n'a même pas eu besoin de se parler. Puis on a décidé de faire un shooting un peu à la Morrissey, puis à la... J'étais dans le lac habillé en soute avec des herbes, des glaïeuls, couché dans la nature un peu. Ils sont sortis ces photos-là? Oui, ben ils ont fait, en fait, ils ont été prises pour un magazine, en fait,
qui s'appelle le 1281 rue Bernard. Je sais pas trop, c'était OK. une boutique. Puis après, l'année d'après, j'ai fait un show avec Angela Conrad. Mhm. Puis elle voulait faire un show sur le narcissisme, puis la philosophie, en fait. Puis c'était comme c'était un solo, en fait. Puis elle voulait qu'il y ait voyons, comment elle s'appelle? Voyons. Bassie, voyons, la chanteuse bien intense. This is my life. Ah! Shirley Bassey. Charlie, ouais. Puis elle trouvait qu'il y avait comme un narcissisme, tu sais, presque une intensité immense, tu sais, Ouais. Puis moi, j'y ai proposé Morrissey et les Smiths. Je trouvais que ça fitait complètement avec le personnage qu'elle avait écrit. Puis elle connaissait pas bien. Fait que finalement, j'ai décidé, elle m'a dit, je te laisse choisir les chansons que tu as envie Wow. qu'ils soient dans le show. Fait que j'ai montré les photos que j'avais fait avec ce gars-là. Puis elle a capoté. Fait qu'elle a fait, c'est exactement ça, on prend ça. Fait que la fiche était déjà faite. Mais c'est pas pire le truc, ton truc musique, image. Complètement. Parce que tu es habité par quelque chose. Donc, Mais tu fais tout ça, ben, tu sais, je vois que tu as ton téléphone, sûrement tu as des écouteurs quelque part. Est-ce que tu tricotes ta musique de film quand tu te promènes dans la rue? Là? Est-ce que tu fais ton film? Est-ce que tu as un soundtrack qui te suit tout le temps? ben c'est sûr qu'avec maintenant, on a toute notre bibliothèque dans notre Ben oui. téléphone. C'est quand même fou comment ça a changé. Mais ça- Avant, on arrivait chez nous, on mettait un disque, puis on avait le deuxième côté à tourner. Oh. Ben, moi, j'ai longtemps fait des longues marches avec 3 CD dans la poche, là, tu sais. Ouais. Puis avec mon lecteur CD portatif, Ouais, ça, ouais. je l'ai fait beaucoup. Oui. Puis il y avait une série à un moment donné de CD portatifs qui disait « Ah, tu peux courir avec, ça va pas sauter. » Oui, Mais oui. ça marchait une semaine, puis c'était fini. Là. Oui. Mais non, donc, ouais, t'en écoutes autant? Oui. En shuffle aussi, des fois, je pars, puis je laisse aussi, parce que des fois, j'ai acheté des disques que j'ai pas eu le temps d'écouter, puis là, finalement, ça rentre dans moi, puis je dis, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis, Ben ouais, non. Ça donc- tombe dans des cracks des fois. Là. ouais. C'est quand même... Mais revenons à Robert Smith que t'étais. Eh mon Dieu, Et oui. donc, en train de faire de la production de décors. Je faisais de la production de décors, puis à un moment donné, ben, il a fallu que j'étais très apprécié, disons, je pense, à l'école comme concepteur. Il voulait vraiment il voulait me garder, puis je me suis moi-même mis à la porte. Je voyais toujours les acteurs répéter, je regardais toujours par la fenêtre, je regardais ce qu'ils faisaient. Puis je me suis comme dit, non, Ouais. ça, tu manques de courage, vas-y, fais-le. Puis OK. je suis rentré au conservatoire. À quel âge, quand même? Plus tard, Ben oui, ouais. j'avais 19 ans à peu près. Fait que je suis sorti vers 21 ans Quand à peu même. près. OK. Fait que oui, ça fait que ça a été complètement... Bien sûr, tout ce que je pensais sur les acteurs était complètement... Tant que tu le fais pas, puis que tu ne mesures pas à être devant des classiques, puis essayer d'atteindre, en fait, de te croire dans des gros classiques ou des gros personnages plus grands que toi quand tu as 19 ans, ben ça demande énormément des fois de formation pour arriver à faire ça. Donc, Ben dans oui. les écoles, tu te mesures, tu stretches beaucoup ton instrument. Puis ça, c'est important, les écoles, pour ça, parce que sinon, tu vas juste toujours, toute ta vie, jouer quelque chose qui est proche de toi. Donc, l'école, pour moi, m'a servi d'expérimentation, puis Puis, tu as eu des profs. Est-ce que c'était des bons profs ces années-là que tu as eu? Oui, ben, je dirais que j'ai eu Michel Magny pendant 2 ans, OK. parce que je sais pas ce qui est arrivé, parce qu'il y avait une espèce de rotation de professeurs, mais ça s'est pas passé avec moi. Je sais pas, fait que j'ai eu comme presque 2 ans, je crois, ou 2 sessions, peut-être 1 an complète avec Michel Magny. Puis j'avais vu ses spectacles à l'époque. Puis je sais pas, j'aimais comment il fonctionnait, qui était très beaucoup dans l'intuition, la sensualité, pas du tout intellectuel dans la façon d'aborder les choses. Puis après ça, je pense que c'est quand tu sors aussi que là, tu te mesures à la réalité, à des... Tu sais, ma première job a été avec André Brassard. Mais c'est ça, je me demandais. Ta vraie première job en sortant, Ouais. c'est arrivé vite ou il y a eu une période un peu incertaine? Ou... Ça s'est quand même passé assez vite. J'ai fait les auditions du Katsu à l'époque, qui est comme la fameuse audition où tu te présentes au monde. Puis moi, je m'étais présenté en Woody Allen, une scène de Woody Allen, puis une scène de... Tu me dis, tu te souviens-tu laquelle de Woody? C'était Annie Hall, la scène de la raquette
avec, voyons, il joue au badminton ou Je pense qu'il joue au au racquetball. tennis? Au racquetball, oui. Avec Roberts, quoi son nom? Avec son ami, là. Oui, voyons, Annie Hall, celle qui joue Annie Hall. Ah non, c'est qui joue au racquetball? Avec Diane Keaton. Diane Keaton, OK, oui. ouais. Parce qu'il y avait son copain, là, le barbu, Oui. qui jouait aussi. OK, donc c'est cette scène-là que tu faisais. Je faisais cette scène-là et j'ai fait Les Enfants du Paradis OK. avec mon amie Marie-France Marcotte qui faisait Garance, qui était parfaite. Puis, fait que c'était un peu étrange comme... C'était beaucoup du cinéma, finalement, Ben oui, mes c'est ça. auditions. Mais je voulais travailler ces scènes-là parce que j'aimais les personnages. Puis quand je suis sorti de l'école, on me disait beaucoup que j'étais éthéré, que j'étais pas du tout groundé. Dans ton jeu? Dans mon jeu, dans ma présence, il y avait Ah ouais. quelque chose de pas du tout... Mon Dieu, je te perçois tellement pas comme ça. Ben C'est oui, bizarre. mais tu sais, je passais des fois des auditions, puis le monde me trouvait weird. Il faisait, mais t'es comme, on dirait que t'affirmes rien, tout est en l'air, tout est un peu flottant. Puis, ben, c'est là que tu te rends compte que comme l'acteur est intimement lié à ce qu'il a vécu aussi. Puis après, ben, la vie m'a rentré dedans, puis j'ai eu Ah ouais? le deuil, j'ai perdu mon père assez jeune. OK. Fait que c'est, la vie te rentre dedans et tu deviens de plus en plus groundé par la vie. Fait que c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'en vieillissant, on se transforme, les rôles changent aussi à cause de ta transformation. Exactement. Donc, Trouves-tu ça difficile? Justement, toute cette transformation. Ben, on pourrait aussi traduire ça par vieillissement, là. Il y en a Ouais. que... J'ai eu Julie Le Breton qui est venue au podcast, puis justement, elle en parlait. Elle disait qu'elle ouais, trouvait ça tough d'être une femme, de vieillir Ouais. dans ce métier-là où est-ce que les rôles changent, des fois ça arrête, des fois il n'y a plus de rôle tout d'un coup pour une période. Tu sais, c'est ouais, comme, ça, ouais. ça se prend. Les gars, moins, je sais Ouais. pas. On est très tributaire, en fait, de toutes ces affaires-là. Souvent, les femmes, elles doivent comme... Si un gars de 50 ans a une blonde, ben c'est toutes des filles, finalement, de 30, 40 ans qui sont au lieu des femmes de 50 ans de leur âge qui sont... Donc ça, c'est quand même absurde, mais c'est une affaire de... Une vieille affaire de Ouais. principe qu'on voit aux États-Unis, tu sais, Ouais. qu'on reproduit ici, qui est moins là, disons, en Suède ou en Norvège, où on voit des fois des séries sur Netflix. C'est puis vrai, ça. Les gens Ah ouais. jouent leur âge, ils ont leur Ouais. face, puis ça, c'est bien correct. Moi, je suis comme... Sinon, tu comprends plus rien. Tu as juste l'air de... Tu sais, tu le vois aussi avec les Oscars, tu sais, les faces, ça n'a aucun sens. En fait, il y a comme une... T'as pas une face plus jeune, t'as une face de... C'est comme la nouvelle royauté. Si t'as de la babine puis des implants de joues, Ouais. tu deviens dans la royauté des gens qui ont beaucoup d'argent. En fait, je trouve que c'est ça que ça a de l'air. Mais c'est ça que. Oui, puis c'est ça que ça reflète carrément parce que pour avoir une bonne chirurgie, je connais pas ça Ouais, assez, c'est ça. faut que tu aies de l'argent. Je veux Oui, dire, puis il faut que ce soit fait avec doigté puis que ça paraisse pas. Ah ouais, puis en Pour- plus, moi, ce qui me fait encore le plus rire, c'est quand les gens disent à Hollywood, ah non, mais cette personne-là, elle n'a rien eu. Non, ils ont tous. Ah ouais, ouais, Ils bien ont sûr. tous quelque chose. Ils ont Ouais. tous quelque chose. C'est juste qu'il y en a qui ont des docteurs qui sont bons, il y en a qui ont des Ouais. docteurs pas très bons. Puis des fois, l'opération n'est pas allée très bien. non. C'est pas... Ben, c'est une affaire d'argent aussi. C'est Ouais. économique pour eux parce Ouais. que c'est catastrophique pour eux si ils passent à un autre âge ou à un autre casting. Il faut toujours que tu surfes sur une espèce d'image Ouais. que les gens aiment. Tu sais. Puis je trouve que, tu sais, si on pense, disons, à Céline Dion, tu sais, je veux dire, je trouve que, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu sais, on entend des choses comme quoi il y a des parties, des fois, qu'elle chante qui est sur tape parce que c'est comme une période où elle arrivait à atteindre ces notes-là. OK. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Là. On parle là, entre nous, personne Des nous petites... entend. C'est ça. Mais- C'est des rumeurs. Non, mais c'est juste, c'est quand même... Ça veut quand même dire que les gens rêvent à garder leurs acteurs ou actrices ou chanteurs, chanteuses avec une espèce d'organe qui vieillit pas puis qui ne change pas. Quand, tu sais, moi, j'avais vu Barbara était venue, je l'avais vue à la Place des Arts. Moi, j'avais usé tous mes disques de Barbara à la corde, là, tu sais. Puis j'ai eu un choc quand elle est rentrée parce que c'était vers la fin de sa vie. Puis OK. elle chantait le ben Petit oui. Bois de Saint-Amand, puis ça sortait vraiment comme une... C'était des gros canards, là, des... Ah ouais. C'était ça, là. Puis là, j'ai capoté. Puis là, ça m'a pris 5 minutes, puis je me dis, Eric, reviens-en, là. Ah ouais. C'est là qu'elle est rendue, puis
Puis là, tu as réussi pogne à, la patente. t'as Oui, réussi à j'ai apprécier. complètement apprécié. Oui, ben Parce oui. qu'un artiste, tu sais, je regarde Björk qui chante pas comme elle chantait à ses débuts. Zéro. Sa voix a descendu un peu. Ouais. Puis c'est un autre range, puis c'est C'est une correct. autre affaire, puis c'est bien correct. Non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'on peut voir ces objets-là, ces disques-là, justement, puis on s'y attache, on les Ouais. écoute tellement de fois, puis il y a des souvenirs qui vont avec ça, mais c'est juste des souvenirs, tu sais. C'est juste des souvenirs, des disques. Oui, puis malheureusement, on va tous mourir, puis on s'en va Ouais. tous vers ça. Fait que je trouve ça plus simple d'accepter le vieillissement, puis Ouais. d'accepter que tu changes et accepter que tu travailles pas de la même façon que de capoter là-dessus puis faire une espèce de gestion de cette patente-là qui est en Ouais. train de se déglinguer, puis de paniquer. J'aime mieux... Je suis plus dans le gang qui fait hey, ça va être ça, là. Non, il y a Puis ça. c'est- Puis vieillir aussi, le vieillissement, c'est penser au futur. Tu sais, il y a une compositrice que j'aime bien gros, jeune compositrice qui vient d'écrire une œuvre, je ne l'ai pas vue. Une œuvre pour soprano, je sais pas quoi. Puis je pense que le titre, c'est You'll never be as young than now. Tu sais, tu seras jamais aussi jeune que maintenant. Oh, wow. Maintenant. Tu sais, Ouais. puis elle répète avec toutes sortes de variables, mais je trouve que c'est tellement beau parce que tu sais, toi, t'es jeune, moi, je suis jeune. On est jeune en ce moment. Là. On est dans la vie de ça. Donc, tu sais, Ouais. non, mais si tu abordes ça comme ça, c'est une autre chose. Puis t'as raison, c'est ça, de voir les corps qui vieillissent. Ben, tu sais, hey, Madonna qui s'en vient, tu sais, tout le monde a eu des espèces de tirades là-dessus, Eh puis de oui. dire qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, tout ça. Donc, d'autres célèbres, d'autres pointent du doigt. En même temps, c'est Elle a sûr. toujours fait ça. Elle a Elle toujours faisait ça créé la avant controverse. déjà. Ben oui. tu sais. Puis je pense qu'il faut la prendre à un niveau, genre c'est un peu comme Orlane, là, celle qui se faisait mettre des implants Ouais, dans le ouais, front ouais, ouais. à Exact. des endroits qui sont pas supposés. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est rendue dans cette pop-là. Je veux Ouais. dire, tu sais, elle a des implants de fesses, elle a changé physiquement. Je pense qu'elle s'en va vers comme une transformation, Transformation. comme elle a toujours fait. Fait que je comprends pas la grosse panique parce qu'elle est pas du tout dans un rapport de je veux pas que ça paraisse que je vieillis. Non, Je vais vous le montrer en tabarouette. je vais vous puis le montrer, vais puis c'est clair, là. Ouais. C'est évident que c'est ça. Ben tu sais. oui, c'est évident. Tu vas sur son Instagram, tu dis, OK, elle expérimente des choses. Oui, puis, ouais. puis justement, c'est encore pire, l'espèce de prétention, l'espèce de truc de penser que personne ne voit. Ouais. Puis ce qui est les Oscars, d'ailleurs, t'as-tu écouté les Oscars? Ouais. Moi, je fais plus ça depuis un bout, là. Ouais. Mais à chaque fois que je le regarde 1, 2, 3 secondes, je suis comme, ça me rend... Ouais. Mais t'es à jour, toi, donc? Quand tu regardes les Oscars, t'es à jour, t'as vu les films, la plupart? Oui, dans le sens que j'aime le cinéma. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires que j'avais déjà vues. J'avais un intérêt déjà. Donc, Ouais. après ça, ben là, les gens sont pas contents parce qu'ils trouvent que tous les Oscars ont été à une place quand il y avait d'autres. Puis ça, je suis bien d'accord. Puis des fois, il y a beaucoup, c'est biaisé des fois Et là. par rapport, tu sais. Mais ça... C'est comme un peu... Je trouve aussi que c'est une drôle d'industrie parce que c'est comme... C'est tellement justement économique et tellement politique que je trouvais qu'avec la pandémie, avec ce qu'on a vécu les 3 dernières années, il y a quelque chose de vulgaire là-dedans, d'arriver avec ta robe puis ton design. Tu sais, il y a comme un... Oui, Il y a il des y a affaires quelque chose que de vulgaire, puis Ouais. c'est quelque chose de bizarre qu'on y remédie, on recommence, tu sais. Ouais. Ça repart dans cette... Mais ce c'est ça, truc-là, c'est tu le sais. déni de ce qu'on a vécu parce que ça a été trop dur pour tout le monde. Ouais. Puis à tous les niveaux. Tu sais, c'est quand même mondial. Moi, on va s'en rappeler toute notre vie d'avoir Mais vécu cette panique-là de donner la mort ou de... Au début, on ne le savait pas à quel point ça pouvait être dangereux. Ouais. On a peut-être été un peu infantilisé ici, je trouve, au Québec, par rapport à notre gouvernement. Je trouve que c'était beaucoup un système de peur, puis tout ça, puis de... Si t'es pas dans cette gang-là, tu sais, il y T'es avait quelque contre. chose... Ouais, il y avait comme... Ça faisait des clans d'ennemis, puis tout ça, puis, Ouais. puis ça crée une tension horrible. Oui, Vraiment. oui. Oui, Vraiment. puis ça... Non, il y a des Mais familles... il y a- ça nous a... Vas-y. Non, mais tu sais, il y a des familles qui ont fait... Je connais plein de gens dont ça crée des conflits dans les familles. tu sais. Oui, ben oui. Moi, je crois pas au vaccin. Ouais. Tu crois pas au vaccin? Mais non, tu me respectes pas. Tu me veux là, puis là, ça crée des débats Ouais. assez plats. Toi, as-tu une belle pandémie? C'est bizarre à dire comme question. Je dirais, il est arrivé des choses étranges pendant la pandémie parce que moi, je m'étais comme blessé aussi physiquement. J'avais fait un retour à... J'avais refait Irma Vep en tournée, puis Ouais.
après 14 ans. Fait que, tu sais, Irma-Vep, déjà, quand j'avais 40 ans, c'était intense, tu sais. C'est physique. Là, il a fallu que je me remette en forme, tout ça, puis je me suis comme défait les épaules parce que le costume a été refait, donc j'avais un velcro qui était neuf en arrière. Fait que quand j'enlevais ma robe, il fallait que je l'enlève dans une position qui n'avait pas de bon sens, qui dévelcrotait la robe, puis là, la robe partait, puis j'avais un autre costume qui rentrait. C'était très le fun, mais je pense qu'on a tourné avec à l'époque, c'était des costumes qui collaient un peu moins, je dirais. OK. Donc là, je me suis vraiment comme dérenché les épaules. Oh. Puis, J'ai entendu net, mais... genre, ça s'appelle un embutement d'épaule. C'est une espèce de blessure du boxeur, il paraît. OK. C'est comme si c'est un tendon qui attache mon le Dieu. pectoral et le Oh. dos. Fait que j'étais plus capable de lever les bras. J'avais des Ah, problèmes mon d'inflammation. Dieu, Seigneur. Bon, Fait ben que- moi, c'est parce que moi, je suis musicien, de Oui. m'imaginer. Ben oui, c'est une tendinite, horreur. tu peux pas, une là, horreur. c'est pas ton ami. Non, là. non. Fait que, on dirait que la pandémie a fait que j'ai tout arrêté, entraînement, physique. J'ai commencé à faire Beaucoup de monde me disait, t'es très anxieux, Eric, tu dois faire du Wim Hof, puis tu dois faire... Du Wim Hof? C'est une technique d'un gars qui s'appelle Wim Hof. Ah oui, de respiration. De respiration. Oui, excuse-moi. Oui, j'ai pris son application. Je l'ai essayé. Tu devrais faire. Tu l'as-tu fait? Je l'ai fait. Puis, C'est dur. c'est dur, ouais. Et c'était peur. Mais à un moment donné, j'ai pogné le buzz. Oui. À un moment donné, moi, c'est des danseurs avec qui je tourne qui m'ont parlé de ça, tu sais, Ouais. dont un, Milan, salut Milan, et qui, lui, m'avait parlé de ça, puis il disait, écoute, il dit, tu t'installes, tu Ouais. t'assures que tu as quelque chose, si tu tombes, si tu t'évanouis. Là, j'étais, Oui. wow, j'étais, de quoi tu parles? Il dit, non, mais il dit, c'est correct, Ouais. mais tu buzzes, puis tu vas vivre de quoi. Puis je l'ai essayé, Ouais. c'est le fun un bout, mais toi, t'es allé loin? Ben, c'est juste que je m'étais fait dire par beaucoup de gens différents, tu dois l'essayer, puis Ok. prendre une douche froide aussi. Ouais, tout ça, ça vient Toute tout cette ensemble. affaire-là, ça vient tout ensemble. Puis j'ai dit, Chris, j'ai rien à faire. Puis j'étais pris aussi, j'étais allé à mon chalet, puis c'était à l'époque qu'on pouvait plus descendre ou monter dans le nord. Ah oui, Il y avait une par les zones. frontière, Par les zones. oui, zone Ouais, orange, ouais, jaune. ouais. Fait que j'avais appelé mon chum, t'es-tu correct à la maison? Oui, les chats, OK, je m'en vais au chalet. Fait que j'ai vécu quand même un 4-5 mois au chalet avec juste une chienne, comme j'ai aujourd'hui. Une chienne, un jeans, 2 t-shirts, 2 paires de bas, des bobettes. Puis j'ai passé mon 5 mois là-bas à aller faire une épicerie, masquer, toute la patente. Fait que c'était très étrange, mais j'ai vu toutes les saisons passer, ce qui n'est jamais le cas quand j'y Au vais la chalet? fin de semaine. Ah ouais. ouais. Fait que j'ai vu des ratons laveurs, des bébés ratons laveurs. J'étais vraiment comme dans Walt Disney, là. Fait que j'étais pas du tout dans le stress que tout le monde a vécu à Montréal ou ouais. dans les villes ou en région où est-ce que là, il y avait une panique puis une paranoïa. Au début, je me rappelle, on n'avait même pas de masque, puis on voyait quelqu'un dans une allée, puis on jumpait, puis là, c'était tout. Il faut que je passe au travers mon épicerie, je la lave après. Tu sais, il y avait beaucoup, c'était fou, là. Fait que j'ai pas vécu cette affaire-là. Puis je trouvais ça très angoissant d'imaginer que c'était fini. Puis en même temps, j'étais prête à faire autre chose. On dirait que mon esprit faisait « Hey, t'as fait plein d'affaires. Je peux vraiment passer à autre chose ou à un autre métier. » Puis j'étais prête à travailler en région, faire des affaires. J'étais allé voir j'ai coupé des rosiers sur avec mon voisin maçon. Puis je me Pour vrai, OK, J'étais là-dedans. tu t'es permis de penser à ça. Ben, je trouvais déjà, avant que ça arrive, je trouvais que c'était très performatif et anxiogène, mon métier. Tu sais. Puis je trouve que je pourrais te parler des heures de maintenant, comment je trouve que la façon dont on travaille maintenant, disons, dans des tournages, sont complètement inhumaines, dans le sens que ça va de plus en plus vite. Ouais. On te demande de Deux takes, des fois, c'est un luxe. Oui, c'est ça. Puis tu fais, c'est insultant pour mon métier qui, moi, j'aime ça. J'arrive très, très préparé. Maintenant, j'arrive très, très, très préparé parce que si j'ai une take ou deux, je me dis, je peux pas me permettre de rater ces deux. Donc, ça devient très précieux quand c'est action. Tu as ces 2 moments de liberté-là où tu peux vraiment essayer quelque chose. Ouais. Mais c'est pas normal de se mettre tout ce stress-là. Ah, Puis fait que le théâtre reste quand même un endroit où tu peux expérimenter. Puis Il y a du temps. oui, tu as du temps, donc tu sais. tu peux faire autre chose que ce que tu as fait la dernière fois. Puis ça ne m'intéresse pas de reproduire ce que j'ai fait dans d'autres shows. Je veux vraiment avancer, puis je veux
faire autre chose complètement, puis chercher quelque chose que je sais pas ce que je vais trouver, tu sais. Donc, on dirait, je réfléchissais déjà à me dire, ben c'est peut-être plus c'est pas mon beat à moi, en tout cas. Fait que au lieu d'être victime de ça, puis de me retrouver avec un œil complètement paniqué dans des séries télé ou dans des films. Les films, encore là, j'en ai fait un récemment, puis on avait du temps, donc c'était génial. Ce qui est rare en cinéma, ce qui est vraiment très rare. C'était quoi t'as fait? C'est quoi t'as filmé? Ça s'appelait Niagara, de Guillaume Lambert avec François Pérusse, puis c'était le fun. Ben, c'était extraordinaire. En plus, on l'a fait un an après le début de la pandémie, donc on était encore dedans. Mm-hmm. Puis on dirait que la pandémie a donné quelque chose au film, une espèce de distance, une pudeur entre nous, qui fait que ça nourrissait le film. Ah, c'est bon. Parce que c'était un rapport de 3 frères, donc toute la... Donc... Mais donc, tu t'es donné la chance de penser, d'imaginer, faire d'autres choses, mais finalement, le beat est reparti. Ben oui. Donc, ça sera pour une autre fois. Ça va être pour une autre fois, mais j'avais fait les démarches. Je m'en allais peut-être au jardin botanique. J'avais envie d'apprendre le landscaping, j'ai le mot en anglais, mais le terrassement. Terrassement paysager ou tout ça. À mon chalet, je plante beaucoup d'affaires. Je te verrais faire ça, c'est trop. Hein? J'aime vraiment ça. Moi, si je vais à New York, il faut que j'aille voir le High Line à chaque saison. Ça me fascine l'intelligence puis la grâce que les New-Yorkais font dans l'agencement. Avec si peu d'espace. Si peu d'espace, ils arrivent à faire un jardin suspendu. Qui est superbe. Little Island, il y a une petite île aussi un peu futuriste qui est comme... près du quai, en fait, sur la Hudson. Je sais pas, j'adore New York aussi, fait que... Donc ça sera peut-être des plans, mais c'est drôle, moi aussi, des fois, je me dis ça avec la musique, moi, ça va bien. Ça va encore durer un bout, puis à un moment donné, peut-être que c'est... Des fois, il y a aussi de tirer sa révérence, c'est correct aussi, tu sais. C'est comme un truc que les gens ont de la misère à accepter. Il y en a qui tiennent, ils veulent rester jusqu'à la fin de la fin. Ouais. Je sais pas, peut-être pas. Tu joues combien de fois par année, à peu près? Je calcule pas. C'est régulier? Peut-être 80. Oh my God, OK, c'est chaud. beaucoup. Puis c'est pas toujours le même programme. Non, c'est ça. Ça change beaucoup. C'est ça. Tu sais, des programmes d'orchestre, des programmes de molinerie, des tournées, des projets du studio. Non, je joue beaucoup. Puis c'est le fun. Puis, tu sais, j'ai une bonne forme physique, je pratique bien, c'est correct. Mais c'est sûr que moi aussi, mon milieu, je pourrais t'en parler longtemps, que ça change beaucoup. Il y a moins de répétitions. OK. Il y a moins de, oui, même chez vous? Bah oui, puis il faut que tu arrives ultra prêt. Puis oui, il y a de la pression. Tu sais, tu vas faire du studio pour enregistrer des trucs pour je sais pas, une pub ou une musique de film. Ben, on le fait une fois, on le fait peut-être 2 fois, puis go, là. Tu sais, puis t'es en lecture à vue, les partitions viennent d'arriver. Ben, tu sais, c'est comme... C'est un drôle de milieu. Moi c'est plus... moi, je considérais... je le considère encore qu'à un moment donné, peut-être je vais faire, mais ce serait plus d'aller enseigner dans les écoles primaires. OK. Ouais, j'aime bien les enfants. Puis, il y a un grave problème en ce moment en éducation. On manque de profs. Puis, donner le goût à la musique aux enfants, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Bon, un moment donné, une espèce de transmission aussi, ce qui est normal aussi. Parce que, tu sais, comme tu disais... Les comédiens sont un peu centrés sur eux, un peu égoïstes là-dessus, tu sais, mais les musiciens aussi, tu sais. C'est toute forme d'art. Quand tu commences à croire à ton art puis en faire un métier, ben premièrement, on pourrait dire, ah oui, c'est essentiel, c'est un service essentiel. Je suis comme plus ou moins d'accord là, avec cet énoncé-là. On est là pour enrichir, faire vivre des choses aux gens, mais ultimement, c'est un drôle de métier. Bref, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je l'assume, mon métier, je l'aime. En même temps, un jour, tu veux faire quelque chose qui est plus grand que toi, que tu te dépasses, je sais pas. Puis, en musique classique, tu te dépasses s'il y a beaucoup de répétitions, puis s'il y a une intention avec le chef d'orchestre, si tu as besoin d'intimité, tu as besoin de répéter pour arriver dans des nuances, j'imagine. Parce que moi, de l'extérieur, je vous envie parce que des fois, vous arrivez, pour avoir vécu ça, des fois, dans des shows, il y avait des musiciens avec nous. C'est impeccable dès la première répète, puis nous, on est nuls à chier, là, tu sais, je veux dire, les acteurs, c'est que t'es humilié jusqu'à
2 semaines avant la première parce que t'enchaînes devant les concepteurs puis tu te dis, mon Dieu, mes pauvres autres, ils sont pognés avec nous autres, qui sont en train d'y arriver, mais on y arrive presque de justesse des fois, tu sais. Là, ça explose vers la fin. Ça explose, wow! Avec la pression de la première qui s'en vient, il se passe quelque chose, puis en même temps, le show est 1000 fois meilleur un mois plus tard. Là, Oui, c'est ça, mais ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais je vous envie, vous, parce que j'ai l'impression que c'est parfait pour moi. Ouais. Mais aussi, on fait ça depuis tellement longtemps. Je fais ça depuis l'âge de 5 ans, tu sais. À jouer du violon tous les jours. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est comme se brosser les dents. Là, tu fais tellement ça que c'est naturel. Ouais. Mais qu'est-ce qui va être une bonne performance de violon pour toi quand tu dis c'est-tu ton état d'esprit dans la journée? C'est quand tu contrôles tout. C'est quand tu contrôles tout. Tes intentions, tu joues, tu es sur la scène, le son répond, puis c'est exactement ça que tu veux qu'il se passe. Parce que des fois, tout le monde prend des risques. Moi, je prends... Comme toi, tu parlais avec le théâtre, tu vas pas essayer de répéter toujours la même chose. Oui, il y a un frame, mais tu vas jouer dedans un peu. Mais quand tu arrives à jouer dedans, le contrôler assez, puis de tenir une idée jusqu'à la fin, là, c'est vraiment cool. Mais c'est très rare. C'est pas très rare. Ça arrive, mais tu sais, c'est des moments bénis. C'est des espèces de moments que tu fais « Ah, OK, je me suis rendu là. » Puis c'est quelque chose qui contamine les autres. Ouais. Disons, avec qui tu joues, tu dis « Oh my God, c'est passé quelque chose. » Ouais, puis là, tu sors de scène, tu fais « OK. OK, c'était ça, là. On l'a eu, là. » Bon, moi, j'aime bien ça. Sûrement en théâtre aussi, vous l'avez. Des fois, oui, c'est sûr. C'est une espèce de moment... ou même en cinéma, quand vous finissez une scène, ça fait couper, puis tout le monde fait « Wow! Ouais. On l'a. On tient quelque chose. » ou quelque chose qui est sorti. Hey, t'as-tu vu Babylone, le film? Pas encore, mais c'est mon prochain. Oui? OK. Mauvaise critique, très mal accueillie. J'ai adoré. OK. Et je pense que tu vas aimer ça. Moi, j'étais un fan de Damien Chazelle. Moi, en général, OK. De La La Land, j'avais aimé ça. Oui. Il y a du monde qui haïsse La La Land aussi. Oui, je sais. J'ai jamais compris pourquoi. As-tu aimé Tar? Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé Moi, j'ai bien aimé ça, mais ça aussi, il y a tout un espèce de débat où est-ce que tout le monde s'emporte puis qui font... mais c'est pas la réalité. Il y a telle affaire que c'est pas vrai. Je suis comme, oui, mais c'est un film. On peut comme en fait, c'est un film. Puis là, il y en a qui étaient bien choqués parce que l'idée qu'une femme, que ça mettait de l'ombre sur la réalité, qu'il y a eu ben des chefs qui ont abusé des gens. Puis là, on a mis une chef pour dire, ah oui, mais il y a aussi des femmes. Puis là, il y a comme une espèce de débat là-dessus. Mais moi, c'était même, gars, fille, c'était pas ça. C'était plus le rapport de force, l'espèce de... que son personnage avait sur l'orchestre, mais aussi son espèce de snobisme par rapport à l'art, puis la fin, que je nommerai pas, qui est complètement... Où est-ce qu'elle va finalement à l'endroit qu'elle disait qu'il fallait pas aller. Oui, en gardant une espèce de déni aussi. Avec un déni dans son regard, dans son regard. Moi, t'as aimé ça? J'ai capoté, j'ai adoré ça. C'est une performance qui a pas de bon sens, là. Oui, puis juste, j'ai lu aussi qu'à un moment donné, elle disait, est-ce qu'on peut demander au Réal, on peut-tu faire juste des... Je me sens rouillé un peu, j'aime ça, juste, on peut-tu faire des entrées-sorties, toutes les scènes où je marche, je rentre dans un immeuble, tu sais, des affaires qui sont plus faciles à faire. Ouais. Puis je suis vraiment désolé, mais il faut faire toutes les scènes d'orchestration. On a juste 2 jours. On l'a demain seulement. Fait que tu vas tout faire. Toutes les scènes où est-ce qu'elle dirige un orchestre, c'était ses premières journées de tournage. Fait qu'elle était comme... En même temps, des fois, je me demande si c'est pas comme tout pensé pour qu'il y ait une intensité dans le geste. Des fois, les réalisateurs, des fois, ils savent ce qu'ils font. C'est comme Judy Garland, celle qui jouait Judy Garland. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Non, j'ai pas vu. C'était extraordinaire. Puis elle avait tout enregistré à Abbey Road, toutes les tunes. Puis elle était toute prête à faire du lip-sync pour le tournage. Puis finalement, il a dit, écoute, à cause... on peut pas riguer le théâtre, comment il est fait. On peut pas mettre de... Fait qu'on va être très proche de toi avec une Steadicam. Fait que ça va paraître que tu fais du lip-sync, donc tu vas les rechanter live devant toutes des fans de Judy Garland en salle. Fait qu'ils ont tous les figurants, c'était des gens qui adorent Judy Garland pour vrai. Donc, elle a fait, mais c'est un cauchemar. Imagine l'anxiété. Oui, mais tu sais, Judy Garland, elle avait une espèce, beaucoup de tics de main ou avec son fil de micro, elle avait tout fait son travail, mais sa vulnérabilité puis ça n'aurait pas donné la même performance, je pense, si elle l'avait fait en lip-sync, parce que tu le sais que ta voix est parfaite, tu l'as travaillé. Mais toi, tu le sentais quand on le voit dans le film. Ah mon Dieu, je trouve ça... C'est une idée de génie d'avoir fait ça, parce qu'on entend ces bagues sur le
sur le micro, il y a comme des OK. claques, puis tu le sais que ça aurait pu être du bruitage refait après, mais il y a comme un... Wow, J'ai OK. adoré la performance de ça. Ah, je vais aller Ouais. regarder, je vais aller regarder ça. Mais écoute, pour te dire, Kate Blanchett, là, sans blague, dirige mieux que bien des chefs que je connais. Ah oui, OK. Ouais. Mais tu sais elle a vu beaucoup de vidéos de danse. Elle a vu beaucoup de chefs d'orchestre, Ouais, des ouais. femmes ou des hommes, mais je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée à de la danse, peut-être même Pina Bausch. Tu sais, je trouve qu'elle a, Ah elle a ouais. une affaire très Ah droit. Je ne sais pas si toi, en tant Ben, que... ouais, tu puis tu pouvais... sais, puis en plus, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est aussi la construction de son personnage. C'est qu'on dit que, da- que c'est la dernière étudiante de Leonard Bernstein, tu sais, qui était un grand chef d'orchestre. Puis c'est vraiment, elle marche comme lui, elle bouge comme lui. Ah oui? Tu vois, ouais, puis moi, c'est ça que j'aimais là-dedans, c'est que je faisais, OK, ça, c'était la bonne étudiante qui admirait son prof, OK. mais puis qui essaie de garder le legs de son prof, comme bien des gens ont fait. Tout le monde qui a eu un professeur de musique pendant longtemps, à un certain moment, on essaie de l'imiter, même si on veut pas. Ouais. Puis c'est ça qu'elle fait. Même dans son speech, quand elle parle à Juilliard, c'est du Bernstein Ah pur et oui. dur. C'est, Oh my. c'est... Puis même la façon qu'elle dirige, puis tout ça. Mais écoute, moi, elle me fait capoter, cette actrice-là. C'est comme, elle a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'est un plan séquence de 25 minutes ça se peut pas. qui n'est Comme... pas coupé. Puis c'est comme... Mais elle vient du théâtre aussi. Moi, je Ouais, l'ai vue ouais, au théâtre ouais. dans Les Bonnes avec Isabelle Huppert. Puis j'ai été estomaqué par elle. Isabelle Huppert avait, tu sais, peut-être à cause de son accent, il y avait comme... Elle cabotinait beaucoup. Kate Blanchett était là, puis c'était comme... Mais c'est parce que Isabelle Huppert, je veux pas être méchant, mais souvent elle fait du Isabelle Huppert aussi. Moi, je trouve qu'il y a ça qui est des fois peut-être dérangeant, mais dans Kate Blanchett, elle fait tout. Elle se transforme. Elle se transforme tout le temps. Complètement. Complètement. Il n'y a pas beaucoup des gens qui C'est font très ça. subtil, en fait. C'est une très bonne transformation parce que on reconnaît comme sa signature. Je sais pas, tu sais, quand on l'aime, tu l'aimes. C'est rare qu'elle va se planter. Je sais pas comment il se prépare. Elle avait-tu juste ça à faire? Elle a des enfants aussi. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Mais, tu sais, ce réalisateur-là, t'avais-tu vu ses autres films aussi qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, donc? Je me rappelle Il a fait plus. Children. Ça, c'était terrifiant, ça. Terrifiant, ça. C'est avec Julianne Moore, Children? Non. C'est... Attends une minute, je vais aller chercher parce que ça vaut la peine d'en parler un peu. C'est un film avec Kate Winslet qui était... où est-ce qu'on est dans une espèce de ville où il se passe pas grand-chose. Ouais. Des mères se tiennent dans un parc, tout ça, et un jour, il y a un pédophile qui sort de prison et qui va revivre avec sa mère. Et là, ça chamboule toute la perception du coin, des gens. Mais c'est vraiment bon. Mais c'est un film dur, puis en fait, il utilise, il choque beaucoup dans ce film-là. Il prend beaucoup du Todd Field, voilà son nom. Ouais. Todd Field, il fait peu de films, tu sais. Ouais. Puis, mais quand il le fait, c'est bien fait. Puis aussi, Todd Field joue du trombone, ça paraît. Ça paraît parce qu'il comprend la musique. Tu sais. C'était Les Enfants de cœur, ça s'appelait. OK. Très fort. Okay, moi, j'avais en 2006. Puis c'était son dernier film depuis après tard. Bref. Attends, là, on parlait des Oscars, on parlait des bonnes choses. Babylone, qu'il faut que tu vois parce que c'est encore une fois, tu sais, Damien Chazelle, il y a une seule idée qui fait exploiter, c'est les dessous d'une société de divertissement. C'est rien que ça. Dans Whiplash, c'est jusqu'où une passion, un divertissement vaut la peine d'être vécu. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Puis La La Land, c'est ça, avec les deux personnages. C'est vrai. Whiplash, c'est ça. Il a même écrit un scénario sur un pianiste classique, un trailer un peu boboche, même affaire. Puis celui-là, c'est encore ça, sur l'évolution du cinéma. La fin, moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est très long, c'est 3h30, mais moi, ça passe tellement vite. Mais je pense que mais ça. C'est des performances, ça va dans tous les sens. C'est beaucoup de crémage. Ben du crémage. Toi, donc, la musique, mon Dieu, la musique dans les films, c'est super important pour toi. Oui. Puis lui, il en fait de la bonne. Il en fait, OK. Non, c'est sûr, j'analyse toujours un peu ça, là. Mika Levy, dans
le film avec... Avec Scarlett Johansson. Oui. C'est bon, ça. Moi, pour moi, C'est une des meilleures musiques. Ouais. Et ce film-là, c'est quoi donc? C'est l'espèce de être un extraterrestre. Oui. Lévi. Je vais la trouver. Scarlett Johansson. Ouais. Puis c'est comme vraiment, vraiment lugubre comme film. C'est Ouais. vraiment... Puis je sais que dans ce film-là, ils ont refait une performance en Angleterre. Ils l'ont fait avec orchestre symphonique. Ce qui était, tu sais, orchestre symphonique live Oh mon Dieu. pendant la projection, puis avec il y a Under the Skin, Under de the Jonathan Skin, Glazer. ouais. Puis ils l'ont fait quelques fois. Moi, je rêvais qu'on fasse ça à Montréal. Ce serait tellement cool. Mais c'est un film bizarre quand même, là. Ouais. Mais Michael Levy, non, ça, c'en est une bonne à l'ose des choses. Mais tu sais, c'est faire de la musique de film, c'est terrifiant, là. Moi, je sais pas comment les gens font une telle chose. Après, il y a différentes façons de faire. Tu filmes, tu fais faire ta musique après. Moi, j'aime bien le processus inverse, comme justement dans le temps d'Ennio Morricone. Ouais. Souvent, il composait les musiques. Il demandait le scénario, il lisait le scénario. Il écrivait la musique, l'enregistrait, puis il donnait la track. Puis là, les gens, souvent, sur les plateaux de tournage, mettaient la musique. Incroyable. Sergio Leone mettait la musique en direct de ça. T'sais. Mais ça, c'est cool. T'sais. Complètement. Tu sais, c'est... en tout cas, c'est un autre processus. OK, attends, on va revenir à toi quand même. Non, mais c'est... Tu as eu tes premiers rôles. Ouais. Tu as fait beaucoup de tournées. Ça, je me sais que tu m'avais parlé, ça, c'était l'époque de... Ben attends, André Brassard a été ton premier gros contrat. Oui, je dirais que j'ai fait ça, André Brassard. J'ai commencé à faire de la danse à ce moment-là aussi avec Catherine Tardif puis avec Isabelle Van Grind. C'était une période où on flirtait beaucoup avec les acteurs, actrices pour danser avec des compagnies de... Là, on est revenu quand même à quelque chose de peut-être qui demande beaucoup plus pas qu'il n'y avait pas besoin de formation. Je prenais des cours pour essayer de récupérer mon manque de formation en danse, mais il y avait quelque chose... Harold Réaume aussi, avec qui j'ai travaillé, qui aime travailler avec des acteurs aussi. Fait que ça a été une période comme ça. Puis après, j'ai travaillé avec Momentum. J'ai fait beaucoup de shows avec eux autres. Puis on avait fait un show qui s'appelait Nuit Blanche, qui était un petit peu avant Cabaret Neige Noire, ce qui a un peu... je pense que ça a été un peu inspiré de Nuit Blanche. Puis c'était comme un espèce de show cabaret un peu avec des textes d'auteurs différents. Donc un univers assez éclaté. Puis Robert Lepage était venu voir un enchaînement. Puis il m'a offert, c'est vraiment sur place, il m'a dit « Allô, je monte 3 Shakespeare, que je veux faire une compagnie de répertoire, puis je t'ai vu dans du Mishima, je pensais que tu étais quelqu'un d'inaccessible et très dark et très... Puis là, je viens de te voir avec on se bataillait avec des spaghettis, fait que je m'étais retrouvé avec une... » Fait qu'il dit, je comprenais pas que c'était la même personne, mais c'est exactement ce que je cherche. Je cherche du monde qui ont un registre large, puis tout ça. Donc, il m'avait invité, en fait. Puis on était très timides les deux. Je regardais par terre, tout ça. Puis finalement, j'ai rappelé, puis je dis, mais oui. Je sais pas si ça a été clair, mais bien sûr. Puis là, ça a été vraiment une période de ma vie où j'ai travaillé pendant 8 ans avec Robert, donc dans des productions différentes. On a fait No aussi ensemble à ce moment-là. Okay. Fait que je dirais que la période Robert Lepage est une autre... C'est un gros pan. Gros pan, là, où est-ce que là, j'ai voyagé, j'ai rencontré des acteurs de partout dans le monde qui venaient voir les shows. C'était une période où c'était vraiment stimulant d'aller au restaurant après puis de jaser avec les gens qui étaient venus voir le show. Puis, fait que après ça, les 7 branches de la Riviera-Ta qui est repris, genre... Tu le fais? Je le fais pas, non. Non, c'est Philippe Thibault-Denis qui remplace, en fait, le rôle que j'avais fait. Puis, fait que c'est... Ça, d'ailleurs, je vais aller le voir. J'ai jamais vu. Ah, il faut voir ça. C'est incroyable. Je savais pas... Tu sais, quand tu es à l'intérieur du travail, tu as toutes les années, les voyages, les hôtels, les répétitions, les impros qui sont pas bonnes. C'est comme un gros iceberg, là, tu sais. Puis, finalement, le show, ben, c'est ce qui sort de l'eau, mais il y a plein de mauvaises impros, de bonnes affaires, de choses qui ont été coupées, d'intentions aussi. Puis quand j'ai revu le show, on dirait j'ai vraiment eu l'impact du spectacle, de ce que les gens
recevait quand on le Ouais. faisait, puis qu'on se rendait pas compte. Il y avait comme De l'expérience. de là. l'expérience, oui, c'est ça. C'est comme... Donc, j'étais très, très heureux de le voir. Puis c'était une expérience très étrange de voir une production qui vit sans toi. C'est comme si tu étais mort un peu. Ouais, J'étais comme ouais. dans la salle, puis j'étais comme Ouais. un esprit qui se promène, puis oh my God, OK, ça Ouais, vit ouais. sans moi. Puis Mais c'est bien est-ce qu'il y en a correct. qui sont encore qui étaient là? Il y avait Richard Fréchette et Rebecca Blankenship qui étaient de la production originale, qui sont, qui sont encore? Ouais. Wow. Mais avec tout un cast, avec des Japonais, c'est super. Puis Wow. c'est un rythme aussi, le Japon. T'es déjà allé au Japon? Non. Non? Oh mon C'est Dieu. sur ma liste. Il faut voir ça parce que c'est... Ils ont un rapport au rythme puis au temps aussi. Quand tu vas voir du kabuki ou du no, justement, c'est comme... Ton rapport au temps est complètement transformé. Puis ce show-là crée ça aussi parce que c'est un show de 7 7-8 heures, heures. 7. Mais Ouais. je te jure, ça se passe très, très, très bien dans le sens qu'il y a des entr'actes, tu vis l'affaire et l'espèce de densité de tout, de vivre ça collectivement, crée comme un attachement au show puis un changement presque de ton biorhythme, en fait. C'est fou, ça. Ouais. Hey, ça devait tellement être exigeant faire ça. Écoute, c'était vraiment une famille aussi. Tu sais, il y avait des fois, on faisait des demi-shows, des fois, on faisait des intégrales, on allait dans des musées le jour. Tu sais, c'était une période où j'ai appris puis vu beaucoup, beaucoup de choses culturellement. Ouais. Tout ce que je rêvais de faire, en fait, a été fait là-dedans. Mais Puis des grosses prods comme ça, c'était fait Wajidi, je pense. après ça, c'est ça, j'ai rencontré Wajdi, puis là, on a travaillé beaucoup Ça ensemble. aussi, c'est des grosses prods. Ça aussi, c'était un autre show, Incendie, qui était, je pense, majeur dans la vie de Wajdi, dans l'écriture de Wajdi. Carrément. Parce que c'était la première fois qu'il travaillait un peu comme Robert Lepage, dans le sens qu'il y avait des compagnies de théâtre à l'étranger qui investissaient en Wajdi. Ouais. Donc, il y avait accès à ses acteurs puis à ses concepteurs tous les jours. Donc, moi, j'allais en Imagine. répétition. Imagine. Je faisais des petits bouts de musique à bouche, de piano, je jouais, puis c'était ça, ma répétition de la journée. Mais je voyais, j'entendais les discussions, les intentions, les lectures. On lisait des scènes qui sont pas restées dans le show. Donc, ça fait que ton regard est vraiment global par rapport au... T'arrives pas juste parce que là, t'as fait une pub, t'as fait une série télé, puis t'as comme un petit 2 heures. T'es vraiment dans l'immersion totale de la création. Puis ça, je trouve que ça fait une grosse différence. C'est comme tu dis, c'est une des belles, grandes caractéristiques de Robert Lepage. C'est que, tu sais, il essaye des affaires. Moi, je connais plein de gens qui ont travaillé, qui sont allés à Québec, puis là, un ami dit ouais, j'ai été appelé, j'ai joué avec des marionnettes dans l'eau pendant 3 heures avec un saut, puis finalement, ils ont dit non, on prendra pas, ça marche pas. Merci. J'ai reçu mon chèque, je suis parti. Mais tu sais, il dit essaye des affaires. C'est quand même stimulant. Donc, tu as eu ces 2 grands créateurs. En plus, tu as travaillé avec Brassard. Tu as quand même un parcours assez riche. Moi, je le demande souvent aux comédiens, mais c'est ultimement dans ton métier, c'est quoi que tu aimes le plus? C'est le théâtre? Ou c'est cinéma? Ou c'est juste la télé? Ou c'est juste jouer en général? C'est des choses, on dirait, complètement différentes. C'est une façon... En fait, j'aime avoir du temps. Ça, c'est une affaire que je sais, que je connais. Mm-hmm. Pour moi, je suis vraiment satisfait et nourri si j'ai du temps. Si j'ai pas de temps, c'est comme... Ça me déprime complètement. J'ai l'impression, j'ai honte, je reviens à la maison, j'ai pas l'impression d'avoir fait mon travail ou en tout cas d'avoir appris quelque chose. Donc, c'est sûr que le théâtre, mais le cinéma, je l'ai vécu parce que j'en ai pas fait tant que ça, mais l'expérience sur Niagara a été une expérience incroyable avec Guillaume Lambert, justement, parce qu'il y avait un souci d'inventer quelque chose aussi, puis on commence une scène le matin, puis on la finit à 4 heures, donc... Puis moi, j'arrive très, très préparé, puis j'ai comme une conception des fois d'une scène, puis d'un résultat. Puis j'arrête pas de raconter cette anecdote-là parce que c'est Guy Jodoin qui arrivait un peu plus vers la fin du film. Donc on a tourné un peu dans la chronologie. Puis il y avait une scène qui était très importante parce que c'est un film qui parle du deuil aussi de 3 gars qui perdent leur père. Puis je me disais, où est-ce que le deuil, j'avais un personnage très fermé, puis très...
qui s'est construit une image, puis une espèce de façon de vivre très, très cynique, très amère, très, très méchant, puis dans ses rapports aux autres. Puis je me suis dit, où est-ce que le deuil va passer dans le film? Puis à un moment donné, on avait une scène d'engueulade entre les trois frères, puis on montait une espèce de côte dans un parc, Jarry, je pense qu'on avait tourné ça. Fait que c'était quand même laborieux, puisqu'on avait toute l'équipe technique qui court après nous autres. La fille qui a la caméra, c'est pesant, elle a la caméra sur l'épaule, puis elle monte avec nous autres. Et la marde pogne en haut de la montagne, puis ça pogne tellement qu'on finit par se battre. Puis on déboule, en fait, la côte. Puis là, t'as François Pérusse qui court après nous. Ça fait très Jacques Tati, là, tu sais, un petit côté... Mais il fallait aller dans les enjeux de tout ça, puis fait que c'est ça. Fait que je suis arrivé avec plein de conceptions ou de désirs que la scène aille à quelque part. Puis je me suis mis beaucoup de pression, puis j'ai jammé. Je savais plus mon texte, j'étais comme complètement perdu, puis je savais plus par où tourner, j'étais comme... Je l'avais eu, disons, on l'avait placé techniquement. Et dès que... C'était prêt. Oui, j'avais tout fait mon travail, mais je me mettais beaucoup de pression, en fait. Et Guy Jodoin, qui venait d'arriver, m'a vu, puis il a fait, Éric, il m'a comme pogné. Il fait, va pas là, je te vois aller, là tu te mets toute la pression, tu sais pas où c'est que la scène va nous amener. Puis, il est 10 heures, on va la tourner jusqu'à 4 heures, peut-être. On va la faire des millions de fois. Il faut que tu acceptes de ce qui va arriver, et tu vas être peut-être surpris de la scène qui va arriver, tu sais. Puis ça m'a complètement changé ma façon de travailler à partir de ce moment-là. Puis j'essaie de pas tout essayer de vouloir contrôler, justement j'ai un désir de perdre le contrôle, mais j'ai quand même un côté chez moi qui veut vraiment bien faire et faire le top de l'affaire. Il faut avoir ça aussi, mais il faut se lâcher les baskets aussi, puis il faut faire qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec mon partenaire. Puis je suis devenu complètement fou avec Guy, on arrachait du gazon avant de commencer, on hurlait, on braillait, puis là on a comme parti les scènes, puis on est allé loin dans les scènes. Puis finalement, les prises qui ont été gardées pour le film, je pense que c'est presque je sais pas, mais il y a certaines prises qui ont été gardées de la fin, mais il y a beaucoup des premières prises où il y avait un malaise ou une espèce de pudeur entre nous qui créait une tension. Fait que j'ai eu un choc au début quand j'ai vu ce qui avait été gardé, mais finalement, quand je revois le film, je fais ça reste dans la continuité du film, puis je comprends pourquoi Guillaume a choisi ces... non. Mais ce processus de travail-là et d'implication, j'ai été transformé par ce que Guy m'a dit, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver aussi, on ne sait jamais ça va être quoi l'espèce de leçon de cette expérience-là aussi. Exact. Donc, tu as quand même eu une grande chance, une chance ou peut-être pas, c'est toi qui vas me le dire, de jouer toi-même à la télé. Mon Dieu, oui, c'est weird. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vécu à part votre trio et tout sur moi. Ça a duré 5 années de tournage, 4 années. Ça a été fait sur 6 ans, mais c'était 5 saisons. 5 saisons, c'est ça. Il y a une année où on avait été flushé par oui, c'est ça, je me souviens, puis après c'était revenu. Puis ils nous ont ramenés, Mais jouer soi-même, c'est-tu bizarre? Ça joue dans la tête? Est-ce qu'il y a cette limite où est-ce que tu fais, je vais offrir une version de moi? Comme tu dis, tu es quelqu'un de pudique, tu es quand même gêné. Tu te dis, je peux pas tout donner non plus. Et surtout qu'on jouait des anecdotes, je me rappelle plus le pourcentage, il n'arrêtait pas de nous demander, c'est-tu 50-50? C'est-tu l'auteur 50%, vous autres, les vraies anecdotes? Je me rappelle plus c'était quoi, c'était beaucoup... On faisait beaucoup de soupers, puis on racontait à Stéphane Bourguignon un peu nos pires histoires, nos pires anecdotes, où est-ce qu'on a été le plus humilié dans notre vie. Puis on allait les rejouer devant une équipe technique. Puis plus les épisodes, plus les saisons ont continué, plus Stéphane Bourguignon comprenait complètement notre clown, entre guillemets, fait qu'il arrivait des fois à écrire des situations qui me sont arrivées des fois après de l'avoir tourné. Fait que c'est quand même incroyable, la création. C'est arrivé, ça? Ça m'est arrivé souvent, des faits. Je peux pas croire. Je l'ai tourné l'année passée, puis ça m'arrive dans ma vie. Donc, ça veut dire que Stéphane a réussi à comprendre comment on était fait, puis comment on se met dans la merde, généralement. Moi, il y a une fois, je l'aime bien, cette histoire-là.
toi puis moi, on était allés voir un show de Pierre Lapointe pas au Lion d'Or, au Corona. Oui. Puis là, tu t'en souviens? Non? OK. On y va ensemble, on arrive à la billetterie, je fais... tu dis, les billets étaient à ton nom. Tu dis, bonjour, 2 billets pour Eric Bernier. Ils font, ah oui, bien sûr. Je vous donne les billets. Tu prends les 2 billets, tu m'en donnes un, tu prends, et toi, tu en gardes un. Bon, c'est vraiment, j'aurais pu avoir ton billet, mais je ne l'ai pas eu. Ça fait schlac, tu as séparé les billets, tu as dit, tiens, ton billet, j'ai le mien. Puis Pierre, c'est un ami à nous, puis il nous avait dit, je vous ai trouvé des places, ça, c'est super. Bon, là, je regarde mon billet, je fais, hey, j'ai dit, on n'est pas assis à la même place. Puis là, tu avais dit, ah, ben oui, c'est curieux. Puis je dis, gars, viens voir c'est où je suis assis en premier, puis après, on ira voir ton siège. Ouais. Ben là, tu viens avec moi, puis on arrive à la table, c'est toute la famille à Pierre. Ses parents, sa sœur, tout ça. Ouais. Bonjour, on est content, on se parle. Puis là, tu dis, ben écoute, là, c'est le temps que j'aille. Il s'était sold out, il n'y avait pas d'autres places, tu sais. Et là, tu dis, je dis, ben écoute, je vais t'accompagner voir c'est où t'es assis, tu sais. Ouais. Donc, on s'en va, on marche, probablement à l'autre bout de la salle, puis c'était une table. Écoute, c'était une table remplie de gens handicapés. Je sais pas si tu te souviens. Non. C'était tous des gens handicapés. Il y avait une chaise au milieu de libre et c'était ta chaise qui était là. Tu sais. Puis tu connais personne. On connaissait personne. Puis là, tu t'es tourné, tu m'as fait, tu te dis ça, c'est tout sur moi. Ça, c'est tout sur complètement. moi en ce moment. Ouais. Puis tu m'avais dit, ça arrive tout le temps des affaires de même. Hein. Oui. Ça arrive tout le temps. T'attires des espèces de moments. Puis après, je me souviens que t'es allé t'asseoir, t'as parlé avec tout le monde, c'était super cool. Il y avait pas, il y avait pas, mais c'est juste. Il y a un surréalisme des T'étais fois. le seul qui avait pas, je pourrais dire, les attributs des gens qui étaient autour de cette table-là. Souvent, j'ai envie de dire, tu te mets dedans, mais non, en même temps, c'est involontaire. On dirait que c'est comme ces situations-là te collent après. Ouais. Est-ce qu'on est capable de comprendre pourquoi ou comment ou c'est le caractère ou je sais pas, ou pas de la malchance ou... Ben moi, j'envie les gens qui arrivent à mettre fin, disons, à des discussions malaisantes dans des premières ou des choses. Moi, je suis comme... Plus je suis mal à l'aise, plus des fois je vais coller là. Parce que je veux pas que ça paraisse. Oui. Et là, je reste 4 heures, puis je m'en vais de là, puis je fais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est de ma faute. Il faut juste que j'accepte de faire... Ça suffit. Ça suffit dans ma tête. Là. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Il y a du monde qui l'ont, cette affaire. Je ne l'ai pas, cette fibre-là. Non, tu restes là. Oui, ou des fois, je me dis, si la personne a tant besoin de parler, je vais l'écouter. Je me dis, c'est quoi dans ma vie 2 heures? Il y en a qui vont dire, c'est beaucoup. Là. Moi, je ne donnerai pas. Mais des fois, j'apprends. Des fois, c'est comme il y a une vulnérabilité là-dedans chez les gens qui ont besoin de discuter, puis parler d'eux, puis parler de ce qui les angoisse. Je fais, regarde, je suis ici, moment présent, je les écoute. Mais disons, comme je suis allé à New York récemment, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé, j'étais stressé, puis tout ça, puis toute la semaine, c'est super bien passé. Ben, moi, quand je suis, disons, ça s'est mal passé avec le gars du parking, tu sais. Il était très, très, très bête quand on est arrivé. Ça, c'est un épisode de Tout sur moi. Parfait. On arrive, tu sais, comme dans des films, genre, il va arriver quelque chose avec ce personnage-là parce qu'il ne peut pas être à l'écran. S'il n'arrive pas quelque chose, il n'y a pas un punch. Exact. J'arrive et le gars est super bête avec moi. Puis moi, j'adore rentrer en contact avec les gens. Pour moi, faire un bon voyage, puis c'est pour ça que des fois, j'aimerais parler la langue. Oh oui. Où je vais, j'aimerais ça parler allemand si je vais à Berlin. Parce que je trouve que le voyage, c'est la rencontre, c'est rire avec des gens de la place. Tout ça, là, je surfe sur une balloune quand ça arrive, puis je fais ce meilleur voyage ever. On a discuté avec les gens de l'endroit, Fait que là, lui, ça commence très mal parce qu'il me traite comme de la merde. Et là, il va porter mon auto, puis je fais, j'ai oublié mon fil d'iPhone pour le... Puis je peux-tu retourner dans mon auto? Puis il fait, non, je peux pas y aller, c'est compliqué. Puis ça. Puis je dis, regarde, laisse faire. Puis il était bête. Puis ça n'a pas scrappé mon voyage, mais à la fin, avec la fatigue de New York, parce qu'on se couchait à des heures, pas de bon sens. Puis je suis arrivé, puis il est allé chercher ma voiture, il a avancé la voiture, il a lancé la clé, il a parti mon auto, il a lancé la clé dans l'auto, par terre, puis il est parti, puis là, j'étais vraiment insulté. Puis je me sens, je le prends personnel, comme si il m'haït moi, là.
Puis moi, je suis sur le bord de brailler, puis je suis sur le bord de faire « Ah, pas de bon sens. » Puis là, je le regarde, puis je voudrais l'envoyer chier, mais je fais rien. À mon âge, je me dis, tu sais, puis je me sens pressé de m'en aller. Je me sens comme qu'il faut que je m'en aille, puis je vois d'autres autos qui montent. Puis là, je fais « Oh mon Dieu, OK. » Puis moi, je m'étais acheté une petite pochette tu sais, de corps où est-ce que tu mets Ouais, tout. tous tes papiers, passeport, machin, Passeport, argent. tout. Ouais. J'avais tout là-dedans. Puis là, je vois des autos qui arrivent, puis je suis un peu déboussolé et émotivement ébranlé de Son attitude. son attitude. Qui est très new-yorkaise. Qui est très new-yorkaise. Puis c'est Ouais. comme, il doit être de même avec tout le monde. Tu sais, fait que à un moment donné, je mets une note à moi-même. La prochaine fois, je vais juste prendre mon temps. Mais je me suis dépêché, puis j'ai enlevé mon manteau, mais là, j'étais pris avec mon truc. Fait que j'ai mis mon cellulaire et ma clé de char que j'avais trouvée, parce que j'avais réussi à la trouver par terre. J'avais ouvert le coffre. Et là, je me sentais pressé. Puis j'ai enlevé mon manteau pour être bien. Puis je suis parti vraiment la queue entre les jambes, puis je suis rentré, puis j'ai conduit la voiture, puis on a conduit pendant 4h30, 5h, puis on a arrêté un petit peu à 1h30, 2h des lignes, à Adirondack Center. Et là, j'arrête la voiture, puis on va aux toilettes, puis tout ça. Et là, ils disent qu'il n'y a pas de clé dans l'auto. Puis là, je fais impossible, je l'avais. Puis là, on cherche partout. Je cherche dans le coffre. Puis à un moment donné, j'ai vu l'image du cellulaire et de la clé. Parce que j'avais pas le temps de le remettre après mon trousseau de clés. J'étais trop stressé. Fait que c'était tout ici. Là. Tu sais, le bonheur aurait été à 2 pouces de mon... De ton chest. De mon chest. J'aurais pu juste mettre ça, puis j'aurais été... Ben, c'est ça. J'ai vu l'image, et là, je suis venu en boule, puis j'ai ni la clé, ni mon téléphone. Fait qu'on n'avait pas il restait plus de batterie presque dans le cellulaire de mon chum. Fait que ça a été une saga on est revenu à 2h du matin avec un towing de la CA. Il a fallu que je m'inscrive à CA parce que Kia venait pas me chercher. Il fallait que je refasse faire une clé. C'était juste ça la solution. Mais Puis là, finalement, on a eu un towing américain parce il faut pas rentrer en conflit. Fait que towing américain jusqu'aux lignes, towing CA qui est venu nous chercher. Puis on est arrivé à 2h du matin avec des lumières de même, avec l'auto accrochée. Puis j'ai comme fait, ben ça fait partie du voyage de se faire fourrer, puis c'est la vie. Fait que puis finalement, j'ai adoré parler avec ces messieurs-là, les deux. Ça a été des discussions incroyables sur être américain, avoir des guns, tu sais, tout. Fait que c'était comme... Fait que ça a comme quand même bien fini le voyage, mais de façon un peu... Abrupte, oui, c'est ça. On était très fatigués, j'avais hâte d'arriver. Ton chum, il capotait pas un peu? Non, il a complètement géré ça. Il m'a complètement pris en main. J'étais comme complètement... Impressionnant. Je savais pas par où prendre ça, là. Ah non, j'avoue que moi-même, si j'étais trempé dans cette situation, je sais pas trop ce que je ferais, mais c'est quand même cool. Ouais. Écoute, le temps passe tellement vite, mais on va passer maintenant à la prescription. Oui. Alors, Éric, j'ai hâte de voir ce que tu as à me suggérer. C'est le temps de la prescription. Oui. Moi, j'aurais envie de te parler d'une artiste que j'aime beaucoup. En fait, c'est une anecdote un peu particulière, parce que c'était pendant la pandémie, pendant mon 4 mois au chalet, où on avait juste acheté de la bouffe, dormir et angoissé de mourir ou de donner la mort. Je faisais rien d'autre que faire du Wim Hof, prendre des douches froides, aller marcher dehors. D'ailleurs, est-ce que tu sens que ces douches froides-là puis les respirations, ça a changé quelque chose? Complètement. OK. Je l'ai faite même avant des shows où j'étais très, très, très stressé.
je faisais ça et ça me calmait complètement. Complètement, complètement. C'est comme si la douche froide, puis de continuer à respirer calmement, ça envoie dans ton cerveau, Tout ira bien. Tu vas pas mourir, là. Non, c'est ça. T'es là, puis, fait que c'est ça. Puis je me suis rendu compte aussi récemment, en tout cas depuis peut-être une dizaine d'années, que j'ai eu des petits problèmes d'anxiété, des fois par rapport à mon métier, par rapport à être sur scène, des affaires que j'avais jamais investiguées, qu'il a fallu que je comprenne d'où ça vient. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, comme la méditation, c'est quelque chose qui aide beaucoup, puis... mais c'est ça, j'ai toujours capoté sur une artiste récemment qui s'appelle Sarah Ball. C'est une peintre, anglaise. Okay. Je l'ai même sur mon iPhone, juste pour Sarah te dire comment je l'aime. Ball, B-A-L-L? B-A-L-L. OK. Ouais. Wow. Elle a fait des immenses formats de 100 par 100 et l'époque où je l'ai connue, en fait, c'est qu'elle prenait des photos d'archives de gens qui ont fait des meurtres ou des femmes et des hommes qui ont été emprisonnés puis qui sont considérés des parias de la société. Okay. Et elle avait aussi lu une étude qui disait que des fois, avec le nombre d'heures, si on calcule la distance des yeux, c'était beaucoup fait par rapport à la beauté ou l'harmonie d'un visage, mais il y avait aussi toute une étude qu'elle avait lue sur on peut reconnaître un psychopathe ou quelqu'un qui est un paria de la société par le calcul des yeux, le nez, la bouche. Le calcul des yeux. Ah ouais, Ouais. mais je suis sur son Instagram en ce moment. Ouais, c'est Ouais. particulier. Là. Puis, Wow. Puis ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup des photos de criminels, donc ils te demandent d'être neutre, un peu comme les photos de passeport. Moi, Ouais. j'adore les photos de passeport. Je trouve que j'essaie toujours de penser à photos de passeport quand je veux faire des photos, parce que je me Pourquoi? dis, ben, il y a un neutre qui permet de projeter ce qu'on veut sur le visage. Je trouve que c'est les meilleures photos parce qu'il y a une présence, puis c'est juste les yeux. L'intention est juste dans les yeux, puis pas du tout dans le sourire qui essaie de séduire ou de... C'est... Wow, c'est particulier. Wow. Donc, ben, je pense que c'est pour ça que je suis intéressé par sa peinture, parce que pour moi, c'est comme une leçon, en fait, de présence. Puis ces toiles ont une présence très, très forte parce que tout est flou. Disons, les cheveux sont flous, le fond n'est pas travaillé. Tu sais, c'est une couleur, c'est presque comme de la gouache. Mais la bouche, les yeux et le nez est très, très précis. Ce qui fait que ça crée tout de suite une espèce de regard. Puis elle voulait vraiment faire un hommage à ces gens-là qui ont été complètement jetés en prison, puis tout ça. Donc, qui ont eu des drôles de vie, là. C'est ça. Fait que j'avais appelé la galerie, puis je voulais savoir combien c'était, puis tout ça. Je m'étais rendu là, je pouvais pas m'acheter ça. Là. Je veux dire, c'est comme impossible. C'est quoi, tu es rendu combien, ça? Hey, je sais plus, je pense que c'était une affaire de... C'était-tu 40 000 pounds, je pense? Oh. C'était une affaire de... Fait que c'était, merci, c'est très gentil, mais je m'étais inscrit à l'infolette, puis tout ça, puis il y avait des petits formats de 5 par 7 qui étaient le fun, mais qui étaient genre 8 000, ou en tout cas, impossible non plus. Fait que je fais, bravo, puis, tu sais, j'avais suivi son Instagram aussi. Puis à un moment donné, dans la nuit, en pleine pandémie, mon cellulaire avait pas, la sonnerie n'avait pas été fermée. J'ai reçu un truc vers 3-4 heures du matin, comme une espèce de petit bip qui m'a réveillé. Je suis allé voir. Et la galerie de Sarah Ball, c'était à l'époque de Black Lives Matter, tu sais, avec, mon Dieu, I Can Breathe. Là, George Floyd. George, c'est ça. Puis on était tous là-dessus, puis on essayait de voir comment on pouvait aider, puis tout ça. Et Sarah Ball a décidé de faire des petites lithographies d'une peinture qui est une de mes peintures préférées. Puis... l'argent allait tout pour ça. Okay. À Black Lives Matter. Fait que c'était 30 lithographies signées de ma toile. Mais ça m'a réveillé. J'ai vu ça. Je suis venu complètement en transe. Très, très réveillé, très focus. Et là, j'ai vu le prix, puis ça, c'était accessible. Et j'ai comme mis mon doigt, c'était, tu sais, Apple Pay. Puis ça fait bloup, et ça a comme fait, c'est fait.
Et le lendemain, je me suis réveillé, puis j'étais un peu dans un état second, puis tout avait été vendu en 15 minutes, genre. Ah ouais. Et là, après, elle a fait une deuxième toile, puis j'ai essayé de l'acheter, impossible. Ça s'est vendu en 5 secondes. Je sais pas comment, mais en tout cas, c'était... Wow. Fait que j'ai reçu cette œuvre-là, en fait, qui est une œuvre que je regarde tous les jours, puis c'est... Il y a quelque chose dans la peinture ou l'art, en fait, qui me fait vraiment du bien, des fois plus que le théâtre ou le... La musique est importante pour moi, mais j'aime beaucoup aller dans les musées. La peinture, c'est quelque chose que... Quand je vais à New York, je vais dans le quartier, justement, des galeries, puis Ben oui. ma vie, des fois, est chamboulée en 1 seconde parce que je suis en train de voir Ouais. un questionnement d'un peintre. Si tu veux aller voir quelque chose de le fun, à mon tour, je te donne une Oui. prescription. Il y a la nouvelle expo de Nicolas Grenier. Tu connais-tu Nicolas Grenier? Non. Ouais, ça c'est À ton quel prochain. endroit? C'est dans l'ouest de Montréal. J'ai oublié le nom. Ah, ben, C'est je une vais galerie Bradley. La galerie Bradley something. Je te l'enverrai le Parfait. Yémeni, mais ou juste aller voir sur Instagram. Ouais. Nicolas Grenier. Moi, c'est mon prochain projet que je voudrais bien acheter une de ses œuvres. Mais Ah, là, ouais. c'est en train d'augmenter. Là. Il est super à la cote. Là, OK. mais il fait des belles choses. On a tellement des bons artistes tu sais, ici, mais Complètement. mais Ouais. Sarah Bass, c'est cool. C'est le fun quand tu peux mettre la main sur une œuvre, justement, puis tu l'aimais beaucoup. Donc, c'est parfait. Là, tu sais. C'était un moment incroyable, une chance Ben ouais. inouïe, parce que je m'étais levé à 8 heures, puis j'avais regardé, Ou j'en encore, aurais pas eu. que si tu n'avais pas Oui, c'est le sel, il oui. était ouvert. Non, il y a Exact. c'était meant to be. Je pense que tu as bien Meant des to meant be. to be, toi, dans la vie. Oui, j'aime bien ça, ces affaires-là. En fait, l'histoire est connectée aussi à l'œuvre. Tu sais, il y a Ouais, comme ouais. une espèce de... Puis c'est inexplicable, des œuvres d'art. Tu sais, toi, tu parles de Ouais. ce peintre-là qui te parle complètement, Ouais. mais c'est difficile, c'est pas rationnel. Tu peux pas forcer ça. C'est comme quelque chose qui te déstabilise. J'aime bien quand il y a un mystère aussi, que tout n'est pas compris au premier coup d'œil. Tu y retournes, puis tu n'as pas élucidé le mystère qui se mystère cache. de l'affaire. Non, Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est le fun. Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je raffole d'aller dans les musées. Là, donc ouais. c'est pas un supplice, disons. Donc, ça, c'est ta première suggestion. De toute façon, allez sur Instagram, Sarah Balls. Ouais. Artist, je pense. Artist, exactement. Sarah Ball Artist. C'est super cool. Excellent. Sinon, il y a une fille que j'ai beaucoup aimée, puis c'était en pandémie aussi, puis c'est Pierre Lapointe qui m'avait dit « Hey, je pense que c'est pour toi. » OK. Puis j'écoute toujours ce qu'il me dit, puis c'est Alice Phoebe Lou. Alice Phoebe Lou. OK. Fille de Berlin, qui avait fait déjà un autre disque avant qui était assez bon. Mais son deuxième disque, ça s'appelle Glow. G-L-O-W. OK. Puis j'ai entendu la première tune du disque qui s'appelle... Je l'ai l'album ici, je vais tout de suite le prendre. La première chanson... Ça s'appelle Only When I. Only When I. J'avais vu une captation d'elle. Je pense que ça s'appelle The Circle. C'est comme une série où tu vois un artiste avec un pianiste, il y avait elle, puis la caméra tourne autour d'elle et filme cette prestation-là. Ouais, c'est pas bon. Regarde. Voilà. Donc, puis j'avais été estomaqué par cette performance-là, puis après j'ai écouté le disque, puis je l'ai écouté beaucoup. Ouais, Puis ça a été fait, elle aussi, pendant la pandémie, puis elle est venue, je pense, c'est un Canadien qui a réalisé l'album, donc elle est allée... mais c'est très cool. Moi, j'aime ça. Écoute, merci, parce que moi, tout le temps, je recherche tout le temps de la nouvelle musique, puis quand c'est des nouveaux trucs, là, c'est parfait, donc je vais écouter ça. Super. Et t'as-tu une troisième suggestion? J'ai vu un film qui m'a... J'étais pas préparé à ça, j'avais rien lu. Ça s'appelle Close. Un film d'un Flamand. OK. Ça s'appelle Close. C'est sur l'amitié entre deux petits garçons de 9 ans. OK. C'est récent? Flamand, oui. Okay. Ils ont gagné en fait à Cannes l'année passée. Okay. Prix du jury, je pense, puis prix d'interprétation aux petits garçons. C'est l'amitié. Je trouve que c'est un film majeur qui devrait être écouté les parents, mais aussi peut-être les enfants ou des petits garçons, en fait, des gens qui ont des garçons. Puis je trouve qu'il y a quelque chose en tant que garçon, des fois, tu as une proximité avec ton père que tu n'as plus à un certain âge parce que ça devient weird d'être trop proche ou d'être très tendre avec soit avec ton père ou soit avec un autre garçon. Ouais.
c'est un film, en fait, sur l'amitié, mais complètement fusionnel de deux petits gars qui se sont connus dans l'été. Puis un des petits gars est musicien, puis c'est toute la beauté de ça qui n'a rien à voir avec la sexualité ou avec la... Est-ce qu'un est gay, un est hétéro? C'est même pas nommé, c'est une amitié fusionnelle qui va être complètement détruite quand ils vont commencer l'école en septembre parce que tout le monde les trouve weird, ils les trouvent trop proches, trop à l'aise ensemble. OK. Et ça va les séparer, en fait. Wow. Puis je trouve que c'est un film, je trouve qui est important à voir, puis important pour des enfants de voir ça aussi. Juste pour te dire, c'est correct que tu sois comme t'es. Tu sais, je trouve que c'est une période tellement charnière pour des petits gars aussi, vers 9 ans, 10 ans, l'adolescence, parce que tu vas réprimer plein d'affaires qui sont belles, puis qui peuvent t'ouvrir vers plein de choses, là, aussi. Là. Oui, C'est complètement. Ça, ouais. Puis je sais que la société change, je sais qu'il y a quelque chose de plus inclusif, plus fluide. Là, on parle beaucoup d'identité de genre, des gens qui font le saut, les trans. Puis je trouve ça génial d'en entendre de plus en plus parler. Mais c'était un angle que j'avais jamais vu encore sur vraiment la masculinité toxique, puis d'être un petit gars à 9 ans, puis d'essayer de trouver ta place là-dedans, puis Mais ça se passe tôt, hein? Ça se passe tôt, justement. Ah oui, il y a tous les trucs, il y a les classes sociales, il y a tout ça, puis aussi la conception de c'est quoi un gars. Oui, exact. C'est quoi un gars? C'est... Ouais. Puis c'est les jeunes, c'est méchant aussi, tu sais, mettons, moi je me souviens, parce que moi je sais pas toi, moi mon primaire ça a été vraiment une des pires époques de ma vie. Oui. Ouais. Ben j'aimais jouer du violon, je faisais pas de sport, j'étais un weirdo, puis tu te fais t'es dans la gang des weirdos, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est correct d'être comme t'es, puis mais écoute ça, je vais aller le voir Close, ça a l'air d'un cool film. Extraordinaire. Wow, t'as-tu un extra, une dernière chose? Si jamais. Je pourrais toujours en avoir. Il y a tellement de choses, mon Dieu. Mais regarde, on va s'en regarder parce que je suis obligé d'arrêter. Écoute, d'habitude, je garde des épisodes d'environ 1 heure. Là, on a fracassé tous les records. Je pense qu'on est à 1h40. Oh mon Dieu, puis, c'est mon problème. C'est pas un problème. C'est une belle affaire parce que je vais te réinviter pour rejaser une autre fois. Il va y avoir un part 2 à ça. Est-ce que tu vas éditer tout ça? Non, j'édite rien. Oh, OK. Ouais, c'est une conversation. C'est ça le show. C'est ça le show. Ouais, c'est une conversation. Ouais. Tu serais surpris le nombre de gens qui écoutent ça. Ah oui, j'adore. J'ai écouté Peter en m'en venant aussi. C'est quelqu'un que j'adore. Ah ouais, puis il fait de la bonne musique. Vraiment bonne musique, puis ça... C'était super intéressant. Ah, cool. Écoute, merci beaucoup. Ben, merci. Puis à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.